Il est 29. On est pire que la SNCF. On est à l'heure. J'aimerais voir ce que tu lances sur le téléphone pour pouvoir suivre. Ouais, bah attends, je regarde. Ça y est, on y est en direct. C'est bon. Alors, On est en direct là. j'aimerais voir ce que tu lances sur le téléphone pour pouvoir suivre. Ah, là, Attends, faut que je coupe le son. c'est toi qui dois couper, je pense. Ouais. Je coupe le son de mon téléphone. Voilà. Donc là, on est, c'est bon, on y est, hein. Ouais. Bon, bah bonjour tout le monde. Pour l'instant, il y a 5 personnes. On va attendre. Salut François-Xavier, salut Antoine, salut Steve. Steve R. Smith, salut Xavier. 7 personnes. On attend que ça se connecte. On attend. Salut Renaud. Voilà. 8 personnes. Pour l'instant, c'est un succès monstrueux, Ouman. Franchement, c'est exceptionnel. 9, putain. Allez, on va attendre. Quand on est à 15, on attaque, non? Alors, Bonjour Stéphane. 11. Salut Alain. Alain Linlin. Là, donc je vais en profiter avant qu'on commence le Profilux. Je suis allé pour faire recharger ma bouteille de gaz et en même temps j'ai vu qu'il avait Akai du docteur Bassler, dont le docteur avait parlé l'autre fois. Et donc bah, j'en ai acheté une boîte. Puis en rentrant évidemment, bah, j'ai testé. Et un des deux Antias Lori que je voyais pas depuis son arrivée, pouf, est sorti direct. Donc ça doit vraiment être très appétant et les poissons ont l'air d'aimer. Voilà. 13, encore 2. Bonjour. Live qui tombe à pic, j'ai à nouveau envie de monitorer, Antoine. Ça y est, il est retombé complètement dans le bordel. Il y a 2 ans, il disait j'arrête cette connerie. Maintenant, il se refait un bac et il veut monitorer. Salut Aurel, salut Pierre. 16. Ouman, je voulais préciser, je ne connais rien du tout au GHL Profilux. Donc, non, pas ça de va souci. être Mais une conférence. pas de souci. Hein, je te laisse gérer l'histoire, je te laisse parler. Bonjour. Bonjour Pierre, bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. De toute façon, ça ressemble beaucoup à Apex, donc tu peux poser Ouais, des questions par rapport à Apex ouais. Bonjour Claude. ou alors par rapport aux questions que les gens posent. Moi, je les vois, mais je Ouais. sens que je vais pas pouvoir gérer le téléphone et ma Non, mais moi, présentation en même temps. je regarde les commentaires, je te tiens au courant. Bonjour Nicolas. Donc, pour préciser, on a toujours 30 secondes de décalage entre Ouman et moi et vous. C'est lié à la transmission de Zoom sur Facebook. On ne peut pas faire autrement, c'est incompressible. Donc, bon, salut Chris. Bon, on peut commencer Voilà, hein, de on toute y va. façon. Donc, Ouman va nous présenter aujourd'hui le GHL de Profilux. Donc, c'est un système de monitoring du bac, entre autres, qui est un des 2 systèmes principaux utilisés avec l'Apex. Ouman, je te laisse la parole, je te laisse présenter. Je sais que tu as travaillé toute la nuit pour préparer cette présentation. Donc, il est temps de montrer ton œuvre. Bonjour tout le monde. Donc, j'ai préparé quelques slides, juste histoire d'avoir un fil conducteur et pas oublier. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à interrompre. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous expliquer un petit peu ce que c'est que le Profilux et ce que ça permet de faire. Donc, c'est quoi? En fait, c'est un automate programmable qui est bien adapté pour l'aquariophilie. Je dis que c'est bien adapté parce que j'ai vu que on l'utilisait dans d'autres cas, comme par exemple des gestions de culture où il faut injecter des produits, etc. Mais en tout cas, au départ, la conception de cet appareil est fait pour l'aquariophilie. C'est quoi en fait? C'est un appareil, comme un mini ordinateur sur lequel il y a des entrées, des sorties. Il y a un serveur web, c'est-à-dire qu'il est capable d'afficher une page web et de répondre à une page web. Il a un serveur mail, donc ça veut dire qu'il est capable de vous envoyer des alertes mail
s'il est connecté à Internet, évidemment. Et donc, il faut une connexion réseau. Sur le Profilux 3, c'est l'image que vous voyez ici sur cette partie-là, le devant et le derrière. C'est le modèle que j'ai moi, mais c'est très semblable au Profilux 4, qui est le nouveau modèle qui est sorti en 2016. Alors, le Profilux 3 était connecté à Internet par un LAN, donc un câble Ethernet, alors que le Profilux 4, il n'a pas le LAN, il n'a que le Wi-Fi. Donc déjà, voilà ce que c'est que globalement, vu d'ensemble, le Profilux. Après, en fait, qu'est-ce qu'il a comme entrée? Comme entrée, il a une sonde de pH, redox température conductivité. C'est pareil pour le 3 et le 4. Il a des entrées pour des capteurs de niveau, de flux, de fuite. C'est le même. Et en fait, sur le Profilux 4, si je ne me trompe pas, on le voit un peu plus loin. En fait, il y a un certain nombre d'entrées déjà disponibles pour des capteurs de niveau. Et ensuite, il y a la possibilité de mettre des cartes d'extension pour avoir des connexions supplémentaires. Par exemple, pour une sonde d'humidité, pour une sonde d'oxygène. Après, il faut se méfier parce que, par exemple, la sonde d'oxygène, elle coûte très cher. Elle coûte 300 €. Je ne sais pas si c'est très utile, mais en tout cas, ça existe et c'est possible. Et après, on peut aussi avoir des entrées numériques ou analogiques. J'ai croisé des gens qui ont exploité beaucoup cet aspect-là et qui ont mis, par exemple, sur l'entrée analogique, un circuit électronique qui va bien pour que ça fasse comme le réservoir de la voiture. Par exemple, ils sont capables de voir le niveau d'eau qu'il y a dans la réserve d'eau osmosée. En tout cas, c'est possible. Et après, ça, c'est les entrées. Et en sortie, donc, il y a plusieurs types de sorties sur le Profilux qui permettent, par rapport à ces entrées-là, ou par rapport à des logiques, même pas liées à des entrées, de programmer des réactions sur les sorties. Par exemple, par les périphériques PAB. PAB, en fait, c'est un câble qui ressemble au câble Ethernet et qui est en fait, PAB, c'est les initiales de Profilux Aquatic Bus. C'est en fait un système qui permet de brancher plusieurs périphériques au Profilux. Et je vais vous montrer un petit peu les différents types de périphériques. Et après, il y a des interfaces à 10 volts. Ça permet de commander des choses qui ont besoin d'être variées, comme par exemple les pompes tunes, comme par exemple les rampled, etc. Il y a possibilité, en faisant les adaptations qui va bien, ou alors des fois les câbles existent en standard, d'exploiter ces sorties variables 1 à 10 volts pour faire varier des appareils qui ont besoin d'un signal variable. Et après, évidemment, il y a le connectique USB pour pouvoir le brancher au PC. Et pour le Profilux 3, il y a le connectique Ethernet pour le brancher à Internet. Là, je vous ai mis… Oui. Ouman, est-ce que le Wi-Fi, tu crois que c'est plus ou moins stable, équivalent que le LAN? Moi, Je personnellement, me je méfie un préfère… peu du Wi-Fi, moi. Oui, tu as raison. Et moi, je préfère le LAN parce qu'on a amené un câble Ethernet à côté, puis c'était stable. Le choix que GHL a fait sur le Profilux 4, c'est de ne pas mettre l'Ethernet, il n'y a que le Wi-Fi. Par contre, je peux dire que si on a fait les mises à jour du firmware de la carte Wi-Fi qui est dans le Profilux 4 et qu'on a un bon niveau de réception, c'est stable. Par contre, effectivement, ceux qui sont un petit peu loin de la box, etc., ils ont souvent des problèmes de connectivité via le Wi-Fi. Moi, chez moi, j'ai 2 Profilux 3, un pour chaque aquarium. Et les deux, comme c'est du 3, c'est branché par LAN. Donc, ils sont très stables, j'ai pas de souci. J'ai aucun souci. Ça m'est jamais arrivé. Si j'ai pas de problème de box, ça m'est jamais arrivé qu'ils aient perdu leur connexion Internet. Merci, Ouman. Et juste pour vous dire, tout ce que je dis, c'est basé sur mon expérience du Profilux. J'utilise du Profilux depuis un peu plus de 10 ans.
Le premier Profilux qu'on a eu, c'était pour un aquarium à mon club d'aquariophilie. Et c'était il y a plus de 10 ans, je pense, 8 ou 10 ans. Je n'ai pas la date précise en tête, mais en tout cas, je peux dire que c'est du matériel très robuste, très stable. Et si j'en fais la pub, c'est parce que j'ai eu cette expérience positive et que dans le temps, ça a bien tenu. Donc voilà, je vous ai mis là la photo de l'arrière du Profilux 4. Ce que vous voyez ici, c'est les 4 premières prises BNC que vous voyez ici, c'est la température. Les 2 prises qui sont au milieu, en fait, ils sont pour pH ou redox. Ça veut dire si vous avez envie finalement de les utiliser tous les deux en mode pH, vous pouvez avoir 2 sondes de pH et pas avoir de redox. Donc, ils sont switchables pour qu'ils fonctionnent en pH ou redox. Vous pouvez choisir d'avoir 2 redox ou 2 pH ou un pH et un redox. Par contre, en général, quand vous achetez les packs Profilux, ils sont fournis avec une sonde de pH et une sonde de redox. Et ensuite, le dernier, c'est une prise pour la conductivité. Ensuite, les prises que vous voyez en bas, donc le blanc que je vous montre là, c'est une prise USB pour le brancher au PC. Alors, je vais vous montrer un peu plus loin le logiciel sur le PC qui permet de gérer le Profilux. Ce logiciel est indispensable quand on veut faire les mises à jour du Profilux. On ne peut pas le faire autrement et ce logiciel ne tourne que sur PC. Il s'appelle GHL Control Center. Je vais revenir dessus un peu plus loin. Ensuite, les prises jaunes que vous voyez ici, c'est des prises RJ11. Ça veut dire qu'il y a 6 câbles qui circulent dedans et chacune des prises permet de commander 2 appareils qui ont besoin d'un signal variable 1 à 10 volts. Donc, par exemple, si vous avez 6 pompes tunes sur votre aquarium que vous voulez faire varier, vous pouvez utiliser ces 3 prises jaunes. Il faut mettre un Y pour splitter et qui est vendu par GHL. Et ensuite, vous pouvez mettre les câbles Tunes 1 et Tunes 2 qui sont vendus aussi. Donc, chaque prise jaune peut commander 2 voies séparées de signal variable 1 à 10 volts. Il y a Stéphane, excuse-moi, Stéphane demande que PC, hein, à ta Oui, connaissance, il n'y a pas Mac. PC. C'est que PC. Je le précise parce que typiquement, quand des gens m'ont contacté pour les aider, moi, c'est plus facile si je les aide à travers leur PC pour qu'on voit la même chose et pour que je puisse leur expliquer. Et c'est arrivé qu'il y ait des gens qui avaient que des Mac. Moi, je suis pas spécialiste Mac, mais sur Mac, ils ont réussi à installer un démarrage PC et Un émulateur Windows, ouais. et en fait, sur cet émulateur, il n'y a pas de souci. On a fait tourner le programme et on arrive même à faire les mises à jour du Profilux. Donc, il n'y a aucun souci, ça marche. Mais par contre, leur logiciel, il n'est pas fait pour Mac et ils ne comptent pas le faire pour Mac. Donc, je le précise pour être clair. C'est comme Ether d'Alpheus, en gros. Ouais. Ensuite, les 2 prises que vous voyez ici, c'est des mini DIN 6. Ces prises-là, chaque prise permet de commander, permet de recevoir, de brancher 2 capteurs de niveau ou de fuite ou de flux. Donc, chacune de ces prises-là, donc ça veut dire que quand vous achetez le Profilux, il n'y a pas de capteur de niveau qui est fourni avec, même dans les packs. Par contre, il a déjà la capacité d'avoir 4 capteurs de niveau, par exemple. Mais vous pouvez faire le choix de mettre 2 capteurs de niveau et de mettre 2 capteurs de fuite. Capteur de fuite, c'est quoi? En fait, c'est une interface particulière. Je vais vous le montrer tout à l'heure. On va aller sur la page de GHL. Ouman, je te dis les questions au fur et à mesure parce qu'autrement je vais les Vas-y, zapper. vas-y. Il y a David de la Réunion, il demande est-ce qu'on peut piloter des pompes doseuses Ecomarine ou autres avec le GHL, à ta connaissance? Alors, les Vortec Ecotec, il y a une interface qui Non, des existe. pompes doseuses. Ah non, 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 non. Les pompes doseuses, en fait, à moins qu'on veuille les commander en on ou off, en les branchant sur une alimentation de 12 volts du Power Bar, qui est la prise commandée de GHL, les pompes doseuses eux-mêmes, ils sont pas compatibles à être commandés par le GHL.
D'accord. Merci, Ouais. Mohamed. Et donc, voilà, donc j'avais expliqué ces deux prises-là et les deux prises d'après que vous voyez ici qui ressemblent à des câbles Ethernet, c'est le réseau PAB. En fait, le réseau PAB, c'est un câble Ethernet et c'est un truc qui permet de mettre à l'enfilade plusieurs périphériques PAB derrière le Profilux. Donc, c'est une chaîne ouverte qu'on forme avec les appareils PAB. Par exemple, si j'ai deux power bars, une pompe doseuse et l'écran touch à brancher, je peux brancher tout ça les uns derrière les autres. Chaque appareil a deux prises PAB, ce qui permet de prendre une des prises PAB qu'il y a sur le Profilux, aller au premier périphérique PAB, comme par exemple le power bar. Ensuite, un câble PAB qui va du premier power bar au deuxième power bar, etc. Ce qui est pas mal parce que ça permet de proche en proche d'aller physiquement vers l'endroit où chacun de ces périphériques est branché. Donc, on arrive à faire un fil qui va dans la direction. Par exemple, moi, le Profilux, il est sous mon bac. Ensuite, dans la case d'à côté, sous le bac. Donc, il est sous le bac dans la partie droite. Dans la partie gauche, j'ai mis un power bar. Et ensuite, encore plus à gauche dans le couloir, j'ai ma décante. Donc, j'ai une deuxième power bar et les pompes doseuses qui sont là. Donc, ça m'a permis de ne pas faire 15 allers-retours avec des fils jusqu'au Profilux, mais de les faire à l'enfilade. Mais ça, c'est vrai pour les appareils PAB. Et je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu donc les périphériques PAB qui existent sur le Profilux. C'est ce que j'ai essayé de vous lister un petit peu, mais on va aller faire un tour sur le GHL Store pour que vous voyez un petit peu plus en détail tout ce qui existe. Donc, il y a les power bars qui sont des prises. C'est une espèce de multiprise avec 6 prises commandables. Il y a les pompes doseuses, il y a l'écran touch qui permet d'avoir les informations de l'aquarium affichées au-dessus de l'aquarium. C'est pas indispensable parce que tous les infos, on peut les avoir sur un iPad ou sur le téléphone ou sur le PC. Mais c'est pratique d'avoir l'écran touch. D'ailleurs, si vous regardez les deux packs de Profilux 4 qui sont vendus, la différence entre les deux, c'est la présence ou pas de cet écran touch. Après, il y a un contrôleur Vortec qui permet de contrôler jusqu'à 7 pompes Vortec. Pour être honnête, en fait, ça marche pas très bien. Et la raison pour laquelle ça marche pas, c'est que GHL et Ecotech ne s'entendent plus très bien. Et du coup, en fait, au fur et à mesure que Ecotech a fait les mises à jour de firmware de ses pompes, ce contrôleur, il a de moins en moins de précision dans sa façon de gérer les pompes. Ça marche toujours, hein. Je ne dis pas que ça ne marche pas, mais moi, personnellement, j'ai commencé par l'acheter, ça coûte moins de 100 €, j'ai commencé par l'acheter et contrôler mes pompes Vortec avec. Et puis, au bout d'un moment, j'en ai eu marre des imprécisions qu'il y avait et puis des manques de capacité qu'il y avait entre les deux. Et j'ai préféré prendre un Reflink et les programmer indépendamment du Profilux. Et après, c'est ce qui fait énormément le succès du GHL en ce moment, c'est le KH Director qui est sorti il y a à peu près 2 ans et le Ion Director qui va sortir dans 1 ou 2 mois, qui sont des appareils il faut le voir comme si c'était un appareil qui faisait le test de KH, comme on le fait nous, le test KH de Salifer, mais en automatique. Donc, c'est pas tout à fait une sonde, c'est-à-dire le KH Director contient une sonde de pH, mais il fait la même chose que ce que nous on fait avec le test de KH, c'est-à-dire il va mettre du réactif en goutte à goutte et à la fin il va vérifier combien de gouttes il a mis pour déduire la valeur du KH. Donc ça veut dire qu'on peut programmer autant de tests qu'on veut dans la journée. Je ne sais pas le nombre exact, mais c'est conseillé de ne pas en faire moins de 1 tous les 2 ou 3 jours parce que sinon la sonde de pH qui est dedans sèche et durera moins longtemps. Et on peut faire jusqu'à 1 par heure. Par exemple, au début, quand j'avais eu le KH Director, comme je voulais voir un petit peu les courbes de variation de KH de mon bac dans la journée, j'avais programmé un test par heure. Et comme ça, j'étais capable de voir comment évolue le KH du bac. Je vais vous montrer tout ça sur la page de GHL. Et ensuite, le Ion Director, c'est le nouvel appareil
Je lis la question que David pose. KH directeur et ion directeur ne peuvent être connectés uniquement à des pompes doseuses GHL? Oui, tout à fait. C'est-à-dire, en fait, d'abord, que ça soit le KH directeur ou le ion directeur, ils ont besoin chacun, le KH directeur, il a besoin de 3 pompes pour fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre un bloc de 4 pompes doseuses et en consommer 3 rien que pour le fonctionnement du KH directeur. Et ensuite, le ion directeur a besoin de 4 pompes pour fonctionner. Et ça, c'est rien que pour faire les mesures. Et une fois qu'on a fait ça, il faut avoir d'autres pompes doseuses si on veut, par exemple, mettre en conditionné par ces mesures la distribution du Belling. J'ai pas compris, Moi, là, Oman. ça Excuse-moi. veut dire que tu vas avoir le KH directeur qui va consommer 3 pompes doseuses Non, et mais ça, j'ai avec compris. Mais c'est après le ion directeur. Je pensais que c'était des sondes. l'ion directeur, c'est pareil, c'est une sonde et il y a besoin de 4 pompes doseuses pour prélever l'échantillon dans le bac, Ah oui, pour, d'accord. pour se calibrer avec les 2 réactifs qu'il a et une 4e pompe pour envoyer ce qu'il a prélevé dans le bac à la poubelle. C'est D'accord. pas des réactifs comme le KH directeur, c'est pas un réactif pour réagir avec l'eau, mais il a besoin quand même de 2 produits pour se calibrer et ensuite il fait la mesure sur l'eau et ensuite il jette cette eau-là. Donc, D'accord. donc l'ion directeur, pour fonctionner, il a besoin de 4 pompes de Zeus. Et après, il va faire les mesures. Alors, je suis désolé si je connais pas précisément les paramètres qu'il va mesurer. Je pense que c'est le calcium, le nitrate, le phosphate, le sodium. Je ne sais pas s'il y a d'autres et le magnésium, si je ne me trompe pas, mais en tout cas, vous pouvez le trouver sur le site de GHL, la liste des produits qu'il va mesurer. Je vous propose qu'on aille faire un tour sur le GHL Store pour vous montrer un petit peu tout ce que je viens de dire. Donc ici, voilà, le Profilux lui-même, le Profilux, il est là, c'est le 4 ou le 4E où il faut regarder les packs principalement. Pour vous montrer par exemple le KH directeur. Le KH directeur, il est souvent vendu en 7 parce que pour fonctionner, il a besoin des pompes de Zeus. Donc, en fait, il est vendu avec un bloc de 4 pompes de Zeus sur lequel il va consommer 3 pompes pour son fonctionnement. Alors, quand vous allez sur le site, vous allez voir qu'il y a 2 kits. Il y en a un standalone et il y a un slave. Le standalone, en fait, c'est la pompe, donc ça veut dire que c'est le KH directeur avec une pompe de Zeus qui a un cerveau. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin du Profilux pour fonctionner. Donc, si vous achetez le KH directeur ou le ion directeur pour le faire fonctionner avec le Profilux, en fait, vous allez prendre le pack avec Slave. Par contre, si vous voulez fonctionner sans Profilux, il vous faut au moins une pompe de Zeus standalone pour que ça puisse gérer l'ensemble des programmations de tests et de réactions. Donc, le standalone, il faut le voir comme une pompe de Zeus qui, en plus d'être une pompe de Zeus, a un cerveau qui lui permet d'être le chef d'orchestre et programmer le test et programmer la réaction au test. Ensuite, donc, si je continue sur le profil. Attends, regarde, Oui. il y a Aurel, là, il demande, avec Triton, tu sais, il y a 2 solutions de cache avec Triton, là, en fait. Et donc, on peut pas faire fonctionner le cache directeur si on est sous Triton, parce que pour maintenir le cache sous Triton, il y Si, a 2 solutions. Donc, ça va si, prendre 2 pompes doseuses. ça va prendre 2 pompes de Zeus. Donc, comme il nous en restait qu'un de libre, ça veut dire qu'il faut acheter un bloc de 4 D'accord. pompes de Zeus supplémentaires. D'ailleurs, quelqu'un qui utilise du Belling classique, il va avoir besoin de 3 pompes doseuses, ce qui fait qu'en prenant ce deuxième bloc de 4, il va consommer 3 sur les 4 et donc il va lui rester 2 pompes de Zeus sur les 2 blocs de 4 pour autre chose. Et il faut savoir que le KH directeur ou le ion directeur, en fait, on arrive à conditionner les pompes de Zeus par rapport aux mesures qu'ils ont fait. Par exemple,
si on a mesuré un KH de 9 et qu'on a un objectif de KH de 8, on va être capable de donner un coefficient de proportionnalité pour dire, je voudrais que les pompes numéro 4, 5, 6, par exemple, si c'est les 3 produits Belling, soient diminués de 10% ou de 20%. C'est nous qui définissons la pente de la réaction par rapport aux mesures de KH. Donc, on n'est pas obligé de prendre et le ion directeur et le KH directeur, c'est un choix. Pour moi, ça fait plus de 2 ans que je fonctionne rien qu'avec le KH directeur pour ajuster mes doses de distribution de lait de chaud, mais ça aurait été pareil si j'étais sous Belling, j'aurais pu ajuster mes doses de Belling par rapport aux mesures de KH que fait le KH directeur. Par contre, l'ion directeur, effectivement, il mesure plus de choses. Je dirais, il mesure le calcium qui est un peu l'équivalent du KH parce qu'ils sont proportionnels dans un bac normal, entre guillemets, et qui consomme de façon équilibrée du calcium et du KH, mais il mesure nitrate, phosphate et d'autres paramètres, ce qui fait que s'il y a un choix à faire, s'il y a un appareil à prendre, moi, je vous conseillerais plutôt l'ion directeur que le KH directeur. Mais le KH directeur, ça a l'avantage d'être sorti il y a 2 ans, donc d'avoir essuyé les plâtres du fonctionnement du début. Et honnêtement, c'est quelque chose qui est relativement stable. Je vais vous montrer après mes mesures de KH. Oui. Il y a Taille qui a dit purée, heureusement qu'on est passé avec l'Apex avant Ouman. Mais en fait, c'est pas ça, c'est que l'Apex, c'est quand même vachement plus simple, quoi. Bon, allez, continue. Je ne sais pas si c'est plus simple. Je vais vous montrer un petit peu comment ça se programme, mais je ne cherche pas à défendre l'un Mais par non, rapport mais à je sais, mais l'autre, c'était une petite aparté. mais c'est ce que je connais, donc je vous montre. C'était un petit aparté humoristique, ça va, te formalise pas, il n'y a pas de problème. Non, 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 je ne me formalise pas. Après, si je voulais vous montrer, par exemple, le GHL, les pompes de Zeus, il y en a 2 chez GHL. Donc, il y a les 4 pompes. D'ailleurs, il existe un modèle avec moins que 4. On peut en prendre 2, 1, 2 ou 3 pompes sur ce bloc de 4 et l'étendre plus tard. Mais si le budget le permet, c'est mieux de commencer directement avec le 4 et c'est plus économique. Et là, vous voyez bien qu'il y a 2 modèles de pompes de Zeus. Il y a le standalone qui a le cerveau qu'on n'a pas besoin si on a le Profilux et il y a le Slave. Et donc, après, il y a les GHL Doser Maxi qui sont en fait… Ah, il ne veut pas l'afficher. Il veut pas l'afficher. En fait, le GHL Doser Maxi, il ressemble plus aux DOS de Apex, c'est-à-dire c'est des gros pompes de Zeus, mais il n'y en a que 2 sur un bloc. Et donc, ça permet de faire des prélèvements ou distributions de plus gros volumes. Par exemple, quelqu'un qui veut programmer des changements d'eau, ce serait plus intelligent probablement de prendre le maxi que de prendre le bloc de 4 et de le faire tourner longtemps. Il va certainement user plus vite ses pompes s'il veut faire des changements d'eau avec des petites têtes de pompe de Zeus comme ça. Je vais quand même essayer de vous montrer le doseur maxi. Si j'arrive à trouver une image, voilà, ça ressemble à ça. C'est pour vous montrer qu'en fait, il ressemble vraiment au dos qu'il y a chez Apex. Et donc, en fait, c'est 2 têtes de pompe de Zeus, mais plus gros. C'est vrai que ça ressemble. Hein. Ouais. Et ça a une capacité plus importante en termes de débit. Après, donc pour le GHL, donc j'étais en train de dire, il y a les périphériques PAB. Je vais essayer de vous trouver les différents périphériques dont je parlais tout à l'heure. Donc, le câble PAB, tout ça, c'est pas intéressant. Ça, c'est le Y dont je parlais tout à l'heure pour dire qu'en fait, une prise qui peut commander 2 appareils, il faut mettre ce genre de Y dessus pour pouvoir exploiter les 2 voies possibles. Et si je reviens ici et que j'essaye de vous montrer, par exemple, qu'est-ce que je vais vous montrer? Après, je voulais pas non plus vous donner mal à la tête. Voilà. Là, c'est le power bar. Donc, ça, c'est ce qui permet
C'est la multiprise commandable chez GHL. Donc, il y a 6 prises commandées dessus. Et c'est un périphérique PAB, donc ça veut dire que c'est un câble PAB qui vient se brancher dessus. Quand vous achetez un pack Profilux, il y a une power bar qui est fournie avec, et s'il vous faut plus, vous êtes libre de rajouter d'autres power bars. Moi, typiquement, pour mes aquariums, comme j'ai pas mal de prises que j'ai voulu commander avec, ben, j'ai mis 2 power bars pour chaque aquarium et ça m'a suffi. Après, ça dépend. C'est possible que ça vous suffise pas et que vous ayez besoin d'en mettre plus. Il y a Antoine là qui demande le standalone est-il connectable par la suite au Profilux? J'imagine que Oui. oui, mais il aimerait confirmation. Oui, oui, tout à fait, Antoine. Le standalone, à condition que ça soit la pompe doseur 2, pas la première génération, mais le 2, ce qui est celui qu'on voyait ici, le GHL doseur 2.1. Celui-là, en fait, dans les réglages, on peut le mettre en mode slave et dès qu'on le met en mode slave, ben, en fait, c'est comme si on avait éteint le cerveau et il devient comme une pompe doseuse esclave classique. Voilà. Donc, je continue. Je reviens ici. Je voulais vous montrer un petit peu les différentes extensions possibles. Donc, là, c'est les packages. Donc, les sets que vous pouvez acheter et vous pouvez regarder sur le site de GHL ou moi, en général, pour ce genre de choses, je passe par le monde de la mer, mais parce que point de vue prix, c'est plus intéressant que le site de GHL. Donc, vous avez les différentes packs qui permettent de voir qu'est-ce qu'il y a dans chaque pack. Comme je vous disais, il y a un méga set celui-là, c'est le pack qui ne contient pas l'écran. Et vous avez un pack qui est l'Ultimate, que là, ils affichent pas, mais que vous avez sur d'autres sites, qui contient l'écran et qui est aux alentours de 1 000 € le pack. Donc, c'est les 4 sondes, un power bar, le Profilux et l'écran touch. Sinon, pour 200 € moins cher, vous avez le pack sans l'écran touch. Alors, donc, je reviens ici. Donc, le Profilux, je vous ai dit au départ avec quoi il venait. Et en fait, vous pouvez étendre le Profilux. Vous avez 2 cases à l'intérieur du Profilux qui permettent de mettre des cartes d'extension. Les cartes d'extension, c'est quelque chose comme ça qui va nécessiter d'ouvrir le Profilux et mettre une carte d'extension dedans. Typiquement, si je prends un exemple, voilà, par exemple, si je prends celui-là, c'est une carte d'extension qui permet d'avoir une prise qui va fonctionner en pH ou redox au choix et une prise qui va fonctionner en conductivité. Pourquoi je vous zoome sur celui-là en particulier? Parce que moi, j'avais besoin de mettre une deuxième sonde de pH et je me suis dit, tant qu'à utiliser une case d'extension du Profilux, autant utiliser une prise de conductivité. Comme ça, j'ai mis une sonde de conductivité dans ma réserve de osmosée et je surveille la qualité de l'eau osmosée. Comme ça, dès que le TDS de l'eau osmosée augmente, il m'envoie une alerte, il me prévient que c'est pas bon. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai zoomé sur celui-là en particulier, mais vous avez plein de cartes d'extension. Par exemple, celui-là, il permet de rajouter une prise pH et 2 capteurs de niveau supplémentaire. Celui-là, il permet de rajouter 4 capteurs de niveau supplémentaire. Ça dépend de ce que vous avez besoin de rajouter et que vous n'avez pas assez dans vos périphériques. Vous pouvez rajouter des cartes d'extension. Dans le Profilux, vous avez 2 cases pour mettre des cartes d'extension. Et si ça vous suffit pas, si avec ça, vous n'avez pas assez, que vous avez une installation qui nécessite plus, vous avez ce qu'on appelle un expansion box. L'expansion box, en fait, il rajoute d'office 4 prises supplémentaires pour les sondes. Là, j'ai pas la photo de derrière. Il rajoute, en fait, connexion. Ah, voilà. J'ai la photo de derrière. Donc, comme vous voyez, ça, c'est le derrière de l'expansion box. Il va se brancher par BAB au Profilux. Il va amener les 4 sondes comme il y en a sur le Profilux, donc un deuxième série de 4 sondes. Et il va ramener 2 capteurs de niveau. Il va amener 2 prises jaunes, donc 2 prises variables à 10 volts
Et en plus, il va amener 4 cases d'extension supplémentaires qu'on peut utiliser pour ce qu'on veut en plus. Et là, la prise que vous voyez ici, le Mitras, c'est pour pouvoir brancher des Mitras Lightbar qui sont des réglettes LED de Profilux. En fait, Voilà. là, pour faire une analogie toujours, hein, c'est les cartes d'extension, ça correspond aux modules de chez Neptune, quoi. Chez Neptune, on achète des modules pH, modules machin qu'on branche avec des câbles qui ressemblent à des USB où on veut. Et les cartes d'expansion, c'est à peu près c'est ce qui correspond au module de chez Neptune, quoi, en gros. C'est un peu entre les deux parce que en fait, le module de chez Neptune, c'est un truc entre le périphérique PAB que je vous disais et la Ouais, carte d'extension. voilà, ouais. C'est un truc entre les deux, oui. Il y a un truc que je voulais vous commenter, c'est le module SMS. Ça coûte cher, ça coûte dans les 400 € ce module SMS. Ils l'ont pas mis ici. On peut le trouver sur les sites en ligne. Ça coûte dans les 400 € le module SMS et il ressemble physiquement à un Profilux 3. C'est un périphérique PAB qui se branche sur le Profilux et qui va pouvoir envoyer les alertes, cette fois-ci pas par mail comme le fait le Profilux, mais par SMS. Donc, il a besoin de mettre une carte SIM dedans. Pareil, je peux chercher ça et vous le montrer. SMS GHL. Si je vais sur, voilà, c'est ça dont je parle. On met une carte SIM là-dedans. C'est un périphérique qui se branche par PAB au système. Donc, quelqu'un qui tient à la sécurité de son bac et qui veut pas que, par exemple, qui veut être prévenu en cas de coupure de courant, qui veut être prévenu même quand le réseau de la box ne marche plus, bah, le module SMS, c'est la seule solution. Mais vous avez pas, moi, par exemple, pour les bacs chez moi, j'ai fait le choix de pas prendre le module SMS. Je me contente des mails qu'envoie le Profilux. Et pour être averti en cas de coupure de courant, en fait, j'ai mis sous surveillance par des services qui permettent de surveiller les sites web. Je surveille de l'extérieur si mon Profilux répond tout le temps ou pas. Et comme ça, en fait, si jamais le site web de mon Profilux se met à pas répondre, ben, je suis averti et je peux tout de suite me poser la question, est-ce que c'est ma box qui est KO parce que ça aura le même effet ou est-ce que c'est le Profilux qui n'a plus de courant? Donc, effectivement, par rapport à avoir un module SMS, c'est moins précis comme information parce que tout ce que je sais, c'est que le site web de mon Profilux n'est plus accessible. Je ne sais pas si c'est une coupure de courant ou si c'est une panne Internet, alors qu'avec le module SMS, on a l'info précis. Voilà, Pas mais mal, ça, hein. C'est pas mal du donc, tout, hein. ouais, donc voilà. Après, je vais pas faire tout le parcours de tout ce qu'il y a comme périphérique chez eux. Dans les cartes d'extension, il y a des choses qui permettent de gérer les rampes GHL. Il y a des contrôleurs pour les pompes. Il y a les câbles qu'il faut pour les tunes, etc. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous aider ou vous répondre si je connais, mais je vais pas passer plus de temps là-dessus. Tu connaîtras, de toute façon, tu connais tout. Donc, tu connaîtras. Je reviens sur ma présentation. Ouais. Donc, la partie des cartes d'extension, là, je vous ai mis une photo de l'intérieur de l'expansion box pour que vous voyez à quoi ça ressemble là où on va plugger les cartes d'extension. Et il y a 2 emplacements comme ça à l'intérieur du Profilux, que ça soit le 3 ou le 4. Et il y a 4 emplacements comme ça sur l'expansion box. Voilà. Ensuite, je voulais vous commenter les interfaces d'accès au Profilux et vous les montrer physiquement. Je vois qu'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions, Eric? Non, parce qu'ils discutent entre eux, là. Carte D'accord, pour soi. Ouais, non, il n'y a pas de. d'accord. Bon, Ton idée de mettre la sonde conductivité dans la réserve d'eau, ça a plu à beaucoup de monde, apparemment. oui, ben, je Ouais. vais vous le montrer, ça marche très bien. Franchement, Euh, il est plus sensible que mon TDS mètre. Après, j'avoue que j'ai bidouillé le réglage de cette sonde-là pour qu'elle soit presque à la limite de l'instabilité pour que le moindre impureté de l'eau m'avertisse. Mais ça marche très bien et il m'avertit. Il y a 3-4 jours, en fait, j'ai eu l'alerte.
et je regardais au TDS mètre, même au stylo qui me mesure en microsiemens, j'avais encore entre 0 et 1 microsiemens de conductivité, mais c'était bien ma résine qui était fatiguée et qui commençait à laisser passer. Donc, c'est quelque chose de très intéressant. Mais je vais vous montrer ça directement sur mon interface. Alors, donc, ce que je fais, c'est que je vais basculer sur ça et je vais vous montrer. Donc là, on est sur MyGHL. MyGHL, c'est l'équivalent de ce que vous aviez montré sur Apex, c'est le cloud de GHL sur lequel on vient se créer un compte et sur ce compte-là, on vient attacher ses Profilux. C'est le dashboard. Donc, Ouais. voilà. Donc là, j'ai 2 Profilux qui sont attachés dessus. Si j'avais un doseur autonome, je le verrais aussi. J'ai fait un compte exprès sur lequel on voit que mes 2 Profilux parce que mon compte habituel, on voyait tout plein de Profilux de plein de gens que j'aide à distance et je voulais pas montrer en fait les identifiants de ces personnes. Donc là, on voit que les 2 miens qui sont mes 2 Profilux de mes 2 aquariums. Si par exemple, c'est celui qui est dans le salon et celui qui est dans la salle télé. Si je vais par exemple sur le Profilux de la salle télé, en espérant qu'il arrive à se connecter, donc j'ai mis un code PIN par sécurité. Alors le problème c'est que j'ai ce truc-là, voilà. Donc là, je suis branché, j'arrive sur ce qu'ils appellent le dashboard, c'est la vue d'ensemble. Alors, je bouge un peu l'écran parce que comme j'ai mon propre vidéo qui est par-dessus, ce que je voulais vous montrer, c'est que ce dashboard est customisable, c'est-à-dire par exemple ici, je peux décider de rajouter quelque chose qui n'est pas encore affiché et voilà tous les modules. Par exemple, je peux rajouter le webcam ici pour que j'arrive à avoir le webcam. Là, j'ai pas configuré le webcam, donc ça va pas marcher. Mais je voulais juste vous montrer que c'est facile de mettre le module. Par exemple, si je veux mettre le module de mes pompes doseuses, je peux le rajouter et ensuite, je peux ici configurer, par exemple, la taille de l'affichage. Pour, comme je sais que j'ai pas mal de pompes doseuses, je peux agrandir ce truc-là et voir mes pompes doseuses. Donc, on arrive à voir chaque pompe doseuse, son état de remplissage. Ici, c'est les boutons qui me permettent de réagir pour mettre les pompes en pause nourriture, pour mettre en mode maintenance. Par exemple, ce bouton-là, il me sert quand je veux faire mon changement d'eau. Il va me couper tout ce qui est dans la décompte, la pompe de remontée, la résistance. Il va me mettre tout ce qu'il faut en position pour que je puisse faire mon changement d'eau et il a une durée de vie de 60 minutes. Au bout de 60 minutes, si j'ai oublié de le réenclencher, il va se réenclencher tout seul. Et là, donc, là, ce que vous arrivez à voir ici, c'est mes sondes, mes différentes sondes sur cet aquarium-là. Et si là, pour aller plus dans le détail, je vais aller sur mon autre aquarium. Alors, donc, j'annule le changement de dashboard. Ouman, le Oui. dashboard que tu nous montres là sur l'ordinateur, c'est équivalent sur le smartphone ou pas? Oui, c'est exactement pareil sur le smartphone et il y a les mêmes capacités de customisation sur le smartphone, c'est la même présentation parce que c'est du web et que du coup, en fait, même sur un Mac, on peut accéder à la même page, il n'y a pas de souci. Là, D'accord. cette partie-là, on est sur la partie web de l'accès au Profilux, donc c'est multiplateforme, cet accès-là. Je D'accord. vais me connecter à mon aquarium, c'est celui que vous voyez derrière moi, c'est l'aquarium du salon. Pareil, j'ai un code PIN dessus. Comme il est ouvert et accessible de l'extérieur, j'ai préféré mettre un code PIN. Et donc, sur ce bac-là, comme vous voyez, j'ai le cache directeur. Donc, j'ai décidé de le mettre dans mes paramètres affichés sur le dashboard. Mais il faut voir que ce dashboard, c'est juste le résumé de la page d'arrivée. Après, tout le détail, c'est-à-dire si on veut aller dans des parties spécifiques, on a tout le menu ici pour aller dans les différentes parties. Par exemple,
Je peux y aller si j'ai l'accès dans le dashboard. Par exemple, si je veux aller voir le détail des réglages de mon KH directeur, je peux cliquer sur cette case-là et il m'amène sur les réglages du KH directeur. Donc, il me dit que la dernière mesure, il l'a fait à 10h31 ce matin. Il a mesuré un KH de 8,2. Voilà les 3 pompes qui lui servent pour le fonctionnement, le 9, le 10 et le 11. Et moi, je l'ai programmé pour faire 3 mesures par jour. Et le premier, il se fait à 2h15. C'est pour ça que le deuxième, il est arrivé à 10h30. C'est l'heure à laquelle il a fini son test. Ça prend à peu près un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure pour faire le test. Le volume de test que moi, j'ai décidé de prélever, c'est le volume d'eau qui prend de l'aquarium, c'est 80 millilitres. Après, le reste, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous détailler. Mais surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est la courbe qu'on arrive à obtenir, du coup, qui est les variations de pH. Si, par exemple, je vais demander à afficher une semaine de variation de KH de mon bac, voilà ce que j'ai obtenu. Je ne sais pas, Eric, vous voyez aussi les 2 images par-dessus le tableau? Là, moi, j'ai la courbe simplement. Ah, d'accord. Moi, Euh, j'ai nos 2 images, j'ai nos la 2 courbe, vidéos. j'ai la courbe et je te vois. Oui, j'ai nos images aussi. Je les dans un Ouais, coin. du Ouais. coup, je suis obligé de décaler un peu. À la limite, je Mais vais tu peux décaler ressailler. les images si elles t'embêtent, hein. Je vais faire comme ça. Comme ça, elle va plus m'embêter. Voilà. Donc, en fait, là, je suis capable de regarder chaque point de mesure pour voir à quelle heure c'était. Je peux reculer plus. Je peux regarder à l'échelle d'un mois ce que ça a donné les mesures. Ça prend un petit peu plus de temps parce qu'il est en train de charger ces données-là. Et après, quand j'ai la mesure les mesures qui sont chargées, je peux zoomer sur une partie et aller regarder dans le détail. Par exemple, si je veux voir, voilà, là où j'ai mis la souris, où je peux élargir la zone pour dire, voilà, je veux voir cette partie-là. Ou alors, je peux cocher des cases pour dire, pendant cette période-là, je veux voir aussi les variations de pH de l'aquarium. De KH, KH. Ah, de pH, oui, d'accord. De pH. Pourquoi je l'ai affiché? Parce que moi, je suis en méthode Letcho. Et par exemple, vous le voyez que ici, quand le KH est monté, il a adapté mes consignes de pH. Il a baissé les consignes de pH de l'aquarium pour distribuer moins de lait chaud et faire baisser le KH de l'aquarium. Donc là, ça permet de montrer en fait à quoi sert le KH directeur, comment sur ma méthode à moi, ça agit sur le pH de distribution de lait chaud, mais si vous avez un réacteur à calcaire, il va agir sur la consigne de pH qu'il y a dans le rack. Et si vous avez un Belling, il va agir sur les doses des pompes doseuses de Belling. Voilà. Je reviens ici. Donc, c'est là-dedans que je peux faire tous mes réglages. J'ai vraiment ici, par exemple, si je veux aller vous montrer mes pompes doseuses, donc j'ai de 1 à 8 avec, j'ai expliqué sur chacun ce que je distribue. Donc, c'est le Fauna Red, le Fauna Green, le Fauna Blue, le VSV, mais que je distribue plus maintenant depuis que j'ai changé d'écumeur. Le KH, c'est-à-dire le carbonate de sodium que je distribue quand même un petit peu pour ajuster la dérive que j'ai entre le calcium et le KH pour cause d'utilisation de ma méthode lait chaud. Et j'ai mes oligomésons que je fabrique moi, qui sont ici ces 3 pompes-là. Et ensuite, je peux aller voir les autres pompes qui sont les pompes qui servent à faire fonctionner le réacteur, le KH directeur. Donc, celui-là, typiquement, cette pompe-là, elle sert à prélever les 80 millilitres d'eau du bac. Celui-là, c'est celui qui va mettre les gouttes de réactif en goutte à goutte jusqu'à ce que la réaction soit complète. Et celui-là, c'est celui qui va vider à la poubelle quand le test est fini. Et ce que vous voyez ici, c'est le niveau de remplissage ou de vidage de mes récipients. Le réactif de KH, c'est quelque chose qui va baisser au fur et à mesure parce que mon récipient est vidé. Alors que la poubelle, elle est remplie au fur et à mesure et puis elle va m'avertir quand la poubelle est trop pleine. Donc, Le, je le peux aller réactif de... KH, c'est quoi? C'est du pourquoi comme réactif KH?
c'est le réactif KH. En fait, c'est un truc que vend Ah, GHL, c'est chez HL, ouais. mais par contre, c'est un truc comme le principe, c'est le principe. En fait, ça exploite quoi le KH directeur? Ça exploite le principe de dire que le KH, c'est la résistance de l'eau du bac au changement de pH. Donc, le réactif KH, c'est rien d'autre que de l'acide chlorhydrique à une certaine concentration, 0,1 normal. Et donc, on va mettre en goutte à goutte et plus le pH de l'eau est élevé, plus il faudra mettre de l'acide chlorhydrique pour que le pH descende en dessous de 4,5. Et par rapport au volume d'acide chlorhydrique qu'il a dû mettre, du réactif qu'il a dû mettre, il va être capable de calculer le pH du bac. D'accord. Voilà. Voilà. Et donc, j'étais en train de vous montrer ici ma poubelle. Donc, je lui ai dit quel volume fait la poubelle et je lui ai défini quand est-ce que je veux qu'il me prévienne. Et chaque fois que je vide le récipient, j'appuie sur ce bouton-là et que je lui dis, ça y est, je l'ai vidé. Et à l'inverse, par exemple, si le récipient de réactif, je veux aller le remplir, j'appuie sur ce bouton qui, cette fois-ci, s'appelle Refill Container parce que c'est un récipient qui se remplit par moi et qui se vide par les essais, alors que la poubelle, c'est l'inverse. Voilà. Donc, ça, c'est l'interface cloud de GHL qui permet d'enregistrer toutes vos courbes, qui a le logbook qui ressemble à ce que vous aviez montré sur Apex, qui permet d'enregistrer des mesures manuelles, des événements, de changement d'eau, d'ajout de produits, de ce que vous voulez. En fait, vous pouvez créer les événements que vous voulez dessus, des catégories de ce que vous voulez, et puis les rentrer à la main. Là, par exemple, moi, j'ai noté dessus que le 29 avril, j'ai remplacé ma résine. C'est ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure. J'ai remplacé ma résine et si je viens vous montrer justement comme ça va intéresser du monde, je vais vous afficher ce que je vais dire que je veux voir par rapport à la sonde qui surveille la conductivité de mon eau osmosée. C'est celui-là. Et vous allez voir, bon, après, la courbe, elle est complètement aplatie. Comment je peux zoomer? Où est-ce qu'il est, le changement? Pourquoi je ne le vois pas? Là, c'est les mesures qu'il fait. Donc, le chiffre qui est ici, ne le prenez pas au pied de la lettre parce que, comme je vous disais, j'ai bidouillé la calibration de cette sonde-là pour qu'elle soit ultra sensible et qu'elle réagisse dès qu'il y a une impureté qui passe. Donc, le chiffre, il veut rien dire. Par contre, si je viens vous montrer, ici, c'est là où je vous disais, je vais zoomer sur cette... je vais zoomer... Alors, attendez, je vais resetter le zoom. Ce que je voudrais, c'est de zoomer sur cette partie-là. C'est le 27 que tu as changé. Oui, et je ne sais pas pourquoi, en fait, l'échelle, je pense que l'échelle, elle n'est pas assez prononcée, mais vous le voyez au chiffre, en fait, en mettant la souris. Vous voyez que, d'ailleurs, on le voyait, Ouais, j'aurais dû 7, vous le... 7, 7, 7, ouais. Voilà, on voit, c'est pas assez prononcé parce qu'ici, j'avais eu un espèce d'artefact qui fait que l'échelle est aplatie et là, j'arrive pas à zoomer suffisamment sur cette partie-là. C'est faisable, hein, c'est juste que je manipule mal. Mais là, vous voyez qu'avant cette date, ça allait très bien. C'est quand ma résine n'était pas fatiguée. Là, elle s'est mise à monter et elle est restée haute et j'ai reçu mon alerte. Et du coup, j'ai dû remplacer ma résine. Et du coup, quand l'osmosée s'est refait, elle est redescendue en bas. Voilà. Et encore une fois, ne prenez pas le chiffre au pied de la lettre parce qu'il n'est pas significatif. Ah oui, c'est pour ça que vous ne voyez pas l'événement de remplacement de résine. C'est parce que je ne l'avais pas demandé. Et si je demande ça, on voit bien, voilà, il s'est mis sur le dessin. On voit bien que la baisse, elle correspond bien au moment où j'ai remplacé ma résine. J'ai eu cette alerte-là. Il m'a fallu un petit peu de temps pour trouver le temps de remplacer la résine. Et quand je l'ai remplacée, la production d'eau d'après, elle était nickel. Voilà.
Je ne sais pas s'il y a des questions. N'hésite pas, Eric, à m'interrompre. Bah, je regarde, mais non, parce que il y a Fred Gigi Fred Gigi, tu veux participer au live, comme apparemment il a l'air de bien maîtriser aussi. Ça Oui, pose oui, pas de Fred, problème. oui. Tu me dis, Fred, hein, si tu veux participer, je t'envoie le lien et t'es le bienvenu. Je vais vous montrer en attendant les prises de mes power bars. Alors, donc vous voyez en fait chaque prise, j'ai mis un peu de texte pour dire à quoi il sert. On voit en fait les power bars arrivent à mesurer l'ampérage qui passe dans la prise. Donc par exemple sur cette prise-là, j'ai branché mon système de brassage et l'éclairage et on voit qu'il consomme 2,6 ampères. Et le programme que j'ai mis dessus, c'est que la prise, elle est tout le temps allumée. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ma rampe, à un moment donné, elle avait tendance à se planter et à avoir une des pads LED qui restait allumée tout le temps. Donc, je l'ai branché là-dessus. Comme ça me permettait à distance, quand je voyais avec le webcam que le pad était buggé, qu'il fallait éteindre et rallumer la rampe, ben, j'arrivais à le faire à distance, même quand je n'étais pas ici. Ici, par exemple, cette prise-là, c'est ce qui commande mes ventilos. Je vais vous montrer une des prises pour vous montrer comment ça se programme. Donc, si je clique sur cette prise-là, qui est la prise numéro 3 de mon premier power bar, en fait, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que la fonction, je vous montre la liste des fonctions qu'il y a, c'est ce genre de fonction qu'on peut mettre dessus. Moi, j'ai décidé de dire que cette prise-là, elle était commandée par la sonde de température 1 et je lui ai dit que le rôle de cette prise-là, c'était un refroidisseur. Voilà, c'est tout. Le reste, ça se passe sur la sonde elle-même, sur la sonde de température. Si je vais vous montrer ici, contrôle sur sensor et je vais sur température 1. Donc, vous voyez que la valeur actuelle qu'il mesure, c'est 26,5. Moi, mon objectif, c'est 26,3. Là, ça veut dire l'objectif de température que je lui ai demandé, c'est 26,3. L'hystérésis, il est réglé là. Et je dis que c'est une sonde qui va avoir une différence de température de moins 0,3 pendant la nuit. Pourquoi? Parce que je voulais pas habituer le bac à avoir une courbe de température plate. Donc, j'ai mis un écart de température de 0,3 degrés entre le jour et la nuit et j'ai défini les heures où la nuit commence. La nuit commence à 2 heures du mat. En fait, j'arrête d'éclairer mon bac à minuit. Du coup, je lui laisse le temps de refroidir un petit peu naturellement par le fait qu'il n'y a plus l'éclairage. Et à partir de 2 heures, je lui donne un objectif de moins 0,3 en température, ce qui fait que les ventilos vont se mettre en route pour faire baisser plus rapidement la température du bac. Et je vous montre, par exemple, ma courbe de température du bac sur une journée. Là, le petit pic que vous voyez ici, c'est juste parce que j'ai fait un changement d'eau, un nettoyage de mon écumeur. Donc, la sonde de température, elle est restée à l'air pendant ce créneau-là. Mais sinon, voilà ce que fait la courbe de mon bac. Voilà, 26,8, ça descend. La nuit, 26,1, 26,7. Voilà, ça, c'est la courbe de température. Et encore une fois, ici, si je veux afficher d'autres paramètres en même temps, par exemple, si je veux voir les variations de pH du bac en même temps, ou si je veux voir les variations de redox du bac en même temps, je peux les afficher par-dessus. Je peux zoomer sur une partie ici pour que je puisse vous les commenter plus en détail. On arrive à voir les différentes valeurs, glisser la souris dessus et voir les 3 sondes que j'ai décidé de zoomer dessus ensemble. Voilà. Ok, juste 2 minutes. Fred, je t'ai envoyé le lien de la réunion par MP, si tu as trouvé tes écouteurs. Voilà. Donc ça, c'est les différentes contrôles, Tu cliques. c'est-à-dire… Attends, excuse-moi, Fred, tu cliques sur le lien que je t'ai envoyé en MP. Voilà, merci, Ouman. Excuse-moi. Non, pas de souci. Et moi, j'ai pas de capteur de flux
mais ils font des capteurs de flux qui seraient pas idiots, par exemple, de mettre sur le circuit de remontée d'eau ou de descente d'eau pour vérifier que la pompe de remontée est pas en train de s'encrasser, qu'il faut pas le nettoyer. Moi, j'en ai pas mis. Mes capteurs de niveau, ils sont là. Je sais plus combien j'en ai. J'ai un capteur de niveau haut dans la décante pour la sécurité, pour que le H ne me fasse pas déborder la décante. Ça, c'est le capteur haut de l'eau osmosée. Ça, c'est le min-max de l'eau osmosée, c'est-à-dire j'ai 3 capteurs, une de sécurité et un minimum et un maximum pour ma réserve d'eau osmosée. J'ai un niveau bas décante, par exemple, pour que si le niveau descend trop bas, il m'envoie une alerte et il me dit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et j'ai un capteur de fuite d'eau qui est à cet endroit-là, où j'ai mis différentes pattes de détection de fuite d'eau, qui fait que je recevrai une alerte si jamais il y a une fuite d'eau quelque part, soit à côté de la décante, soit sous l'aquarium. J'ai mis 3 pattes différents à différents endroits qui sont vus par ces seul capteur de fuite d'eau. Donc, je vais pas savoir à quel endroit des 3 il est en train de râler parce que j'ai fait le choix de brancher les 3 sur le même capteur de fuite d'eau. Est-ce que tu as un alarme dans ton appart? Ou c'est pour l'aquarium? Pour alarme, pourquoi? Les cambrioleurs. Ah, non, non, même pas. Non. Ah. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là, c'est la page web quelque part. En fait, c'est la partie cloud du GHL. Je pense qu'après, ça va être un petit peu fatigant si je dois vous expliquer plus. Dans la partie système, c'est là où je vais voir les appareils PAB qui sont branchés sur mon système. Je vais vous les montrer parce que c'est intéressant de le voir. Alors, je ne sais pas pourquoi il prend du temps. Bonjour Fred. Salut Fred. Il se connecte à l'audio là. Bonjour Fred. Bonjour à tous. Bonjour Frédéric. Alors, je ne sais pas, là, il s'est bloqué. Du coup, je redémarre ici. Je reviens là. Il y a des fois des ratés dans la communication entre l'interface web et le Profilux. Mais ça n'empêche pas de fonctionner. Je voulais vous montrer donc ici dans Système mes périphériques PAB. Donc ici, on va voir tout ce que moi j'ai branché sur mon Profilux en PAB. Donc comme je vous disais, j'ai 2 power bars, j'ai un écran touch, j'ai le cache directeur et j'ai le bloc de 4 pompes de The Slave qui permet de faire fonctionner le cache directeur. Mes 2 autres blocs de pompes de Zeus de 4, les 8 premiers, vous les voyez pas parce qu'ils sont pas sur la technologie PAB. C'est la première génération des pompes de Zeus. Mais en tout, sur ce Profilux-là, j'ai 3 x 4, donc 12 pompes de Zeus, dont une qui est de 2e génération qui permet de faire fonctionner le cache directeur et 2 blocs de 4 qui sont de la première génération qui me suffisent pour distribuer mes produits. Voilà. Fred, n'hésite pas hein, si tu vas intervenir ou. Ouais, si il n'y a pas de souci. Je vais regarder ma jolie coiffure. Vivement qu'on puisse retourner chez le coiffeur. Voilà. Alors, je pense que ici, j'ai tout expliqué. Ce que je voulais vous montrer, ce qui est intéressant de vous montrer, c'est le programme sur PC aussi. Donc ça, c'est le GHL Control Center. Ce programme-là, vous avez besoin quand vous voulez faire une mise à jour du firmware. Sinon, presque tout le reste peut se gérer à travers l'interface web que je vous montrais tout à l'heure. Donc, depuis votre téléphone, un iPad ou un Mac ou un PC. Mais ce programme-là que je suis en train de vous montrer, il ne tourne que sur PC et il est indispensable si on a des mises à jour de firmware à faire. Alors moi, son deuxième utilité, je finis juste ma phrase, je te laisse la parole. Son deuxième utilité, c'est quand quelqu'un me contacte et que je dois l'aider à distance. Comme je sais partager l'accès à son écran de PC, à travers ce programme-là, j'ai plus de facilité à aider les gens qu'à travers l'interface GHL parce que j'ai pas de logiciel qui me permet de partager l'écran, par exemple, d'un iPhone
et réagir dessus de façon très fluide. Voilà, je te laisse parler. Ouais. Oui, donc pour le problème du max, il y en a certains qui sont embêtés. N'hésitez pas à me contacter parce que maintenant, enfin depuis 3-4 ans maintenant, il y a un système natif qui s'appelle Bootcamp en fait, qui permet effectivement de simuler une version PC sur un Mac et de pouvoir installer justement le Control Center. Alors là, je me connecte à mon GHL. Donc, comme vous voyez, moi, j'ai mis un code PIN dessus. Le même code PIN m'est demandé partout, sur l'interface web et même sur ce programme-là. Évidemment, que ce soit en interne ou en externe. Et là, on va retrouver exactement les mêmes infos qu'on voyait tout à l'heure. Par exemple, les pompes de Zeus, ils sont à cet endroit-là. Ça se présente différemment, mais c'est les mêmes réglages qu'on est en train de regarder, les mêmes récipients avec les infos de remplissage de récipients qu'on est en train de voir, qu'on est capable d'aller voir le détail de réglage. Par exemple, si je veux aller voir cette pompe-là, je vois bien que cette pompe-là, son récipient, il fait 1,5 litre, que je lui ai demandé de râler, de m'envoyer une alerte quand il est en dessous de 50 ml. Et voilà comment il distribue dans la journée. J'ai mis 3 points de distribution précis. Il y a différentes façons de distribuer. Je peux lui dire que je veux faire des dosages automatiques. Dans ce cas, je choisis pas vraiment l'heure. Je vais dire que je veux faire 24 dosages de 10 millilitres et je lui donne l'heure de la première distribution et c'est lui qui distribue les autres. Mais là, j'ai choisi, comme le nombre était faible et que je voulais précisément à des heures particulières distribuer, ben, j'ai donné les heures à la main en disant je veux qu'il soit distribué à telle heure. Là, c'est la partie qui permet de calibrer la pompe de Zeus, c'est-à-dire mesurer combien il distribue en 1 minute et lui indiquer pour que les distributions soient correctes, pour que les volumes que je lui dis correspondent à ce qu'il distribue précisément. Là, c'est le champ où je mets l'explication pour que moi, je me souvienne de cette pompe-là, à quoi elle sert. Et ici, c'est la partie qui permet de dire, en fait, visuellement, voir le résultat de cette distribution, ce que ça donne. Et si je descends en bas, c'est la partie qui permet de dire quels sont les jours où je distribue. Par exemple, je peux dire je veux distribuer 1 jour sur 2 ce programme-là. Je peux dire que je veux le distribuer que les lundis et les jeudis. J'ai vraiment toutes les flexibilités pour dire exactement comment je veux distribuer mes doses, soit en termes d'heures, soit en termes de jours. Et c'est relativement simple à régler dans le sens où ici, comme vous voyez, en fait, j'ai tous les réglages de la pompe de Zeus qui sont au même endroit. Et la même chose, j'aurais pu le faire depuis l'interface cloud. Mais ça, c'est l'interface qu'ils avaient avant de mettre en place leur cloud. Et petit à petit, ils ont complété leur logiciel sur l'interface web. Et donc, en fait, maintenant, on arrive presque à tout faire dessus. Encore une fois, je dis presque parce que, par exemple, la partie mise à jour de firmware, elle, il faut absolument le faire depuis cette interface-là. Et c'est une opération délicate. Je vous conseille de le faire absolument en étant branché en USB et encore le faire que si vous avez quelque chose à gagner suite à la mise à jour. Ne pas faire la mise à jour juste pour avoir fait la mise à jour parce que c'est une opération risquée. Elle peut planter. Après, c'est galère parce qu'il faut ouvrir le Profilux pour appuyer sur un bouton pour faire la mise à jour en mode sécurité. Mais il y a toujours moyen de récupérer, donc c'est pas foutu. Le Profilux, il part pas à la poubelle. Mais c'est un peu galère parce qu'il faut débrancher tous les câbles et ouvrir le Profilux physiquement et appuyer sur un bouton à l'intérieur pour réussir à faire la mise à jour. Voilà. Sur ce programme-là, je ne sais pas si c'est, par exemple, pour vous montrer les sondes, c'est pareil. Je les vois ici, ce que je vous disais tout à l'heure. Ah oui. Je suis en train de voir mes différentes sondes sur mon bac. Comme vous pouvez voir, j'ai 3 sondes de pH. Comme je distribue du lait chaud, j'ai fait le choix de mettre 3 sondes de pH pour avoir un indicateur qui dit il y a quelque chose qui déconne, s'il y en a 2 qui s'écartent du 3e et réagir. J'ai une seule sonde de température physique, mais j'ai mis une 2e sonde de température virtuelle. Ça veut dire que c'est une copie de l'autre finalement, mais à quoi elle sert? Elle sert à mettre une consigne de température différente pour la clim. Ça veut dire le nominal value sur celui-là, je l'ai mis à 27. Donc, ça veut dire que mes ventilos, ils vont se mettre en route quand je dépasse 26,3.
Par contre, ma clim, elle va se mettre en route quand je dépasse 27. C'est une copie de l'autre sonde pour pouvoir mettre d'autres spécifications et commander d'autres prises par rapport à ça. Là, c'est la partie cage directeur que je vous montrais tout à l'heure qu'on arrive à voir ici. Sauf qu'entre-temps, 18h32, il a fait une nouvelle mesure. Donc, vous voyez là, il a fait une nouvelle mesure qui est de 8,4 et il dit qu'il l'a fait à 18h32. Et là, vous voyez que moi, je suis en mode calcvasseur, ça veut dire let show, et que j'ai mis ça comme réactivité aux variations de pH. Là. Et toi, ton KH, donc sur le truc, tu dis, moi, je veux maintenir un KH de 8,4 dans mon bac. Ici. Et 8,4, c'est ce qu'il a mesuré. Donc, mais 8, toi, tu lui as moi, dit, je voudrais quoi 7,8. 7,8. Donc, pourquoi tu es à 8,4? Et parce que le bac ne consomme pas forcément ce que je distribue. Et du coup, le KH directeur, il décide d'agir sur ma consigne de pH. Comme en baissant la consigne, je vais distribuer moins de lait chaud et donc faire baisser le KH. Il a décidé, par rapport à ce que je lui ai donné comme réglage, de baisser ma consigne de pH de 0,06. Donc, tu dis pourquoi? Par exemple, peut-être parce que mes coraux vont moins bien, ils ont moins consommé et que la réaction que le KH directeur a le droit d'avoir sur le pH du bac n'est pas suffisante. Donc, je dis, le KH directeur, il va pas tout régler tout seul. Il va agir par rapport à ce que toi, tu lui as réglé. Moi, qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit que pour 1 degré KH, il a le droit d'agir de 0,1 degré pH sur ma consigne de pH. Et je lui ai donné une limite de 0,15 maximum. Je lui ai même donné une limite de KH max et min. Je lui ai dit, par exemple, en dessous de 5 et au-dessus de 10, dis-toi que c'est pas normal. Donc, arrête d'agir sur mon pH du bac. J'ai pas envie parce que je trouve que la mesure est plus fiable. Donc, je désactive quelque part l'ajustement de pH si c'est au-delà de ça. Et là, je peux vous détailler un peu plus. Si je le mettais dans ce mode-là, ce serait juste pour faire des mesures de KH. Il agirait sur rien. Si je le mets sur un mode add-on ou adaptative control, c'est bien adapté pour le Belling. Ça veut dire il va agir sur les doses distribuées par les pompes doseuses du Belling. Si je le mets sur ce mode-là, c'est pour agir sur la pompe, sur la consigne de pH du rack. Donc, et le en fait, ces deux modes-là, le calcium réacteur et le calcvasseur, ils se ressemblent beaucoup parce que tous les deux, ils vont agir sur une consigne de pH. Seulement, leur réaction est l'inverse l'un de l'autre. C'est-à-dire, dans mon cas, quand le KH est trop haut, il faut baisser la consigne de pH pour faire baisser le KH, alors que dans un réacteur à rack, il faut monter la consigne de pH du rack pour produire moins de KH. Donc, voilà. Voilà, j'espère que je rentre pas trop dans le détail. J'essaye de donner un petit peu tous les infos qui pourraient être intéressants. Attends, il y avait un truc là, mais c'était quoi? C'est Flo qui demande, penses-tu qu'il y aurait un avantage de gérer le Belling avec un KH director, avec KH director et ion Pas beaucoup d'intérêt pour vous détailler, mais surtout ce que je voulais vous montrer. Alors, est-ce que si la question c'est est-ce que c'est bien d'avoir le KH directeur ou le ion directeur? Non, est-ce qu'on peut gérer un Belling avec ça? Oui, on peut gérer le Belling avec ça et il faut se mettre dans ce mode-là, le mode adaptatif. Et on va, dans ce mode-là, lui dire que si le KH est trop haut, diminue de 30% mes doses de Belling. Donc, ça vous dispense pas de régler les bonnes doses de Belling. Mais par contre, le KH directeur va faire que les doses vont être adaptées. Quand vous dépassez la consigne de KH, il va diminuer les doses de Belling et quand vous êtes en dessous, il va augmenter les doses de Belling. Mais c'est pareil, c'est vous qui allez définir à quel point il doit réagir, à quelle intensité il doit réagir et ça va faire que ramener vers le centre dans la limite de ce que vous lui avez autorisé.
Donc, si vos consignes de Bailing sont complètement faux, le cache directeur n'arrivera pas à vous corriger ce défaut de réglage. Mais si vous l'avez réglé correctement et que le bac, pour une raison ou pour une autre, se met à consommer moins ou plus, le cache directeur couplé à cette action sur les doses de Bailing va essayer de suivre et remédier un petit peu à ce décalage entre les doses distribuées et la consommation du bac. D'accord. Maintenant, si la question c'était, est-ce que, moi, mon avis perso, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que par rapport à l'usine à gaz et le prix que ça représente, c'est pas forcément intéressant d'avoir les deux. Parce que, quelque part, je considère que mesurer le KH ou le calcium, c'est à peu près équivalent parce que le bac va consommer les deux en proportion, normalement. Et c'est des proportions qui sont relativement stables. Donc, rien que d'avoir l'ion directeur va suffire par rapport aux doses de calcium de déduire combien il faut agir sur les 3 produits de Bailing ou sur les 2 produits de Bailing, sinon, si on est en mode Bailing Light ou Bailing Fonamara. D'accord. Frédéric, tu as des trucs à dire? Tu maîtrises autant? Non, le cache directeur, je maîtrise pas du tout autant que que Human puisque je l'ai pas quoi. Mais non, mais c'est très très bien. Après, l'objectif c'est pas forcément d'avoir tous les appareils parce qu'effectivement, comme dit Human, on peut par déduction ou par interpolation justement avoir les mêmes résultats puisque le comportement entre le KH, le calcium, tout ça effectivement va être quelque chose de régulier quoi. Moi, j'ai commandé le ion directeur, mais je vais le mettre sur le bac où j'avais pas le KH directeur. Donc, je vais pas mettre les deux sur le même bac. Je vais avoir le ion directeur sur un de mes bacs et le KH directeur sur l'autre. Je dis juste parce qu'à la fin, ça commence à faire quand même une usine à gaz, hein, d'avoir le Profilux plus 4 pompes de Zeus, plus l'appareil, que ça soit l'ion directeur ou le KH directeur, plus tous les autres systèmes à côté. Si en plus on doit avoir l'ion directeur et le KH directeur en même temps, je dis pas pourquoi pas. Si quelqu'un a envie de se faire plaisir et mesurer les deux paramètres et voir les déviations qu'il y a entre KH et calcium, pourquoi pas. Mais au jour d'aujourd'hui, avec la sortie proche du ion directeur, si quelqu'un doit investir 700 €, je le mettrais plutôt dans l'ion directeur que le KH directeur. Moi, mon KH directeur, je l'ai acheté il y a 2 ans. Il parlait pas du tout d'ion directeur et il y avait même pas un début d'idée d'avoir un appareil qui va faire ces mesures-là. Après, il faut savoir que l'ion directeur, ce qu'il consomme, donc c'est son réactif et une sonde de pH, c'est ça qui va s'user. Pardon, le KH directeur, alors que l'ion directeur, il est sur un autre système et il n'a pas de réactif, il a des produits qui sont en quelque sorte des produits étalons pour le recalibrer avant chaque mesure. Et la sonde, d'après ce que j'ai compris, je l'ai pas eu et je le connais pas, la technologie, c'est justement propre à GHL. La sonde, elle s'use à chaque mesure. Donc, moi, sur mon système de KH directeur, si je décide de faire 24 tests par jour, j'use pas plus la tête de pH, la sonde de pH, alors que sur un ion directeur, si on fait 24 tests par jour, on va consommer la tête de mesure parce qu'elle a un nombre de tests limité. Après, les prix sont disponibles sur le site de GHL, donc vous pouvez regarder. Voilà, s'il n'y a pas de questions sur cette interface, c'est ici qu'on règle tout et notamment, je peux vous montrer, par exemple, ici, c'est l'endroit où on va régler toute la partie concernant l'envoi de mail. Alors, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas charger. Peut-être que j'ai trop duré ou… Alors, je vais faire un update. On dirait qu'il a perdu la connexion. Je vais fermer puis relancer. C'est pas compliqué. C'est de l'informatique quand même. Donc, je redémarre ça. Ceci dit, j'aurais pu le montrer sur l'interface ou sur l'autre. Voilà. Je vais le montrer sur celui-là. Je voulais juste montrer la partie pour les réglages de mail. Ici, qu'est-ce qui lui arrive?
C'est possible que ça soit le fait qu'on est en vidéoconf. Il y a quelque chose Ouais. qui fout la grouille qui fait qu'il n'arrive pas à charger la partie réglage de mail. Alors, je vais vous le montrer ici. Email notification. Voilà. Donc, là, vous voyez en fait les mails que j'ai réglés qu'il va envoyer. Je peux vous en ouvrir un de ces mails pour vous montrer le détail. C'est un peu du chinois, mais en fait, c'est lui qui va vous générer les scripts qui permettent d'avoir la valeur des sondes, la valeur des alarmes. Donc, vous appuyez sur le bouton et il vous remplit le contenu du mail. Et pour chaque mail, vous mettez les conditions. Par exemple, ce mail-là, comme je l'ai indiqué dans le titre du mail, c'est un rapport journalier de mon bac du salon et je lui ai demandé de l'envoyer tous les jours à 20 heures. Donc, je vais recevoir ce mail-là tous les jours à 20 heures si le Profilux a son accès Internet qui marche et qui fonctionne. Ce qui fait que j'ai au moins cet indicateur-là qui fonctionne tous les jours. Je reçois dedans la valeur des sondes, la valeur mesurée par les sondes, les alarmes, les capteurs de niveau. Comme ça, j'ai un checkpoint à 20 heures une fois par jour. Si je veux voir, par exemple, ici, ce deuxième mail, c'est un mail d'alerte. Le contenu du mail est le même. Le titre, j'ai dit que c'était un mail d'alarme. Et vous regardez, en fait, la condition d'envoi de mail, c'est quand il y a quelque chose qui va pas. Et je lui ai dit que je veux qu'il l'envoie tous les 2 heures. Donc, tant que l'anomalie est pas réglée, tous les 2 heures, je vais recevoir ce mail-là et dedans, il va m'indiquer quelle est l'anomalie qui a le bac. Par exemple, ça peut être un capteur de niveau qui est resté trop longtemps ouvert ou la détection de fuite qui a détecté ou la sonde de pH qui a mesuré un pH en dehors de la zone ou la température qui est en dehors de la zone ou le KH directeur qui a fait une mesure qui est en dehors des valeurs que j'avais indiquées, c'est-à-dire en dehors de 5 et 10. Voilà, toutes les anomalies que j'ai définies, s'il y en a une qui se produit, il va m'envoyer ce mail-là. Et t'en reçois souvent? Alors, je vais vous donner un exemple. Quand il y a un Asterina qui se met entre les deux plaques de platine de la sonde de conductivité, je vais recevoir une alerte de conductivité pour me dire qu'il y a une chute de salinité du bac. Mais le même chute de salinité, je l'ai reçu une fois pour le bac de notre club. Il suffit d'aller regarder la courbe. J'ai vu que la courbe sur 24 heures, la salinité avait baissé de façon continue et pas tout d'un coup brusque. Je me suis dit, peut-être que ça vaut le coup d'aller vérifier sur place. Et en fait, quand j'ai été vérifié sur place, notre écumeur s'était emballé. L'écumeur a une vidange aux égouts directement. Et donc, l'écumeur était petit à petit en train de laver le bac et envoyer de l'eau du bac à la poubelle qui était compensée petit à petit par de l'eau osmosée. Donc, la chute de salinité était réelle et c'était un vrai problème sur le bac. Si j'avais pas eu l'alerte, j'aurais eu un vrai problème. On aurait perdu le vivant du bac. Sachant que tu peux également aussi, si l'osmolation est gérée par le Profilux, mettre une temporisation de fonctionnement, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Oui, tout Si à jamais fait. il demande de l'eau pendant 3 minutes, l'osmolation va s'arrêter et envoyer une alerte parce que pour lui, soit la cuve est vide, soit la pompe est bloquée, voilà, pour éviter de se retrouver avec ce genre de problème, quoi. Je peux illustrer ce que dit Fred ici. Par exemple, ici, c'est la fabrication de mono-osmose. Ah non, maximum on time. Sur celui-là, j'en ai pas mis. Ça, j'allais vous dire, c'est la fabrication de mono-osmosé. Sur ce bac-là, j'ai pas mis de temps maximum parce que souvent, ça m'embêtait quand j'étais en train de prélever de l'eau pour faire mes changements d'eau. Je dépassais le nombre d'heures maximum. Oui. Mais par exemple, pour le remplissage de osmosé, ici, je peux tout à fait dire que je voudrais qu'au bout de 8 heures, ils se mettent en erreur. Là, quand je mets ça, si pendant 8 heures, il produit de l'osmosé et qu'au bout de 8 heures, la réserve de osmosé n'est pas remplie, il va se mettre en erreur. On peut décider si l'erreur, il se reset tout seul ou pas, c'est-à-dire quand finalement, il va redéclencher une prochaine production d'eau osmosée. Est-ce qu'il considère que l'erreur, il est oublié ou est-ce que ça nécessite une intervention manuelle pour le resetter?
Donc, oui, sur chaque sonde, on peut mettre un temps qui peut être de quelques secondes à maximum 8 heures, comme vous le voyez là, pour dire ce capteur-là, il n'a pas le droit d'être ouvert plus que ça. Et ce que dit Fred nous est arrivé, on avait le flotteur d'osmolation du bac qui s'était bloqué parce qu'il y avait un petit peu de calcaire dessus. Il est resté en position ouverte et malgré que le niveau était redevenu normal, il pensait qu'il fallait qu'il remette de l'eau. Et donc, au bout de 10 minutes, on a réglé un délai de 10 minutes. Au bout de 10 minutes, il s'est mis en erreur et il m'a envoyé l'alerte. Et cette erreur-là, je lui ai dit qu'il n'est pas resettable tout seul. Je peux le resetter à distance. C'est ce que j'ai fait 1 ou 2 fois pour voir si ça se résout. Comme ça, c'est pas résolu, j'ai été obligé de me déplacer physiquement pour débloquer le flotteur finalement, pour voir exactement ce que c'est comme problème et débloquer le flotteur, enlever le bout de calcaire qui l'empêchait de fonctionner, résoudre le problème. Voilà. Je reviens juste, je pense que j'ai presque dit tout ce que je voulais vous dire. Je regarde, j'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête. Je me suis levé tout à l'heure pour prendre un Doliprane, Oman. Oui, c'est pas grave. Même pas mal. Mais non, même pas, même pas. Alors, donc, le dernier slide, donc le slide d'avant, c'est les 2 interfaces que je vous ai montrées. Et le dernier slide, je voulais juste vous donner un petit peu les sources d'informations qu'on avait sur le Profilux. Donc, il y a la documentation de GHL qui se trouve à cet endroit-là. Si je clique dessus, vous allez avoir tout ce que vous pouvez télécharger. Donc, il y a le programme PC, mais il y a aussi plein de modes d'emploi. Malheureusement, c'est tous les manuels que vous voyez ici. Malheureusement, tout est en anglais. Donc, il y a des outils de traduction. Ça viendra en français, mais j'ai pas encore eu le temps de tout faire. Mais ça viendra parce que c'est vrai que ça peut être vraiment utile pour beaucoup d'utilisateurs. Par exemple, ici, le KH Directeur, le mode d'emploi, il est là. À la limite, je peux aller le télécharger, vous le montrer. Pour vous montrer voilà comment ça se présente. Il montre le KH directeur et il détaille. Évidemment, c'est ce que je disais, c'est en anglais. Il y a des outils de traduction automatique en français, mais ces outils vont faire un français approximatif, mais ça permet de comprendre le sens. Le seul défaut, c'est que tout ce qui est texte dans les images, évidemment, il va pas être traduit. Donc, mais ceci dit, c'est mieux que rien pour quelqu'un qui sait pas. Mais voilà, il y a le schéma détaillé, les explications de comment ça se branche. Il va y avoir tout le détail de branchement, les précautions à prendre, les mauvais montages ou les bons montages à faire, comment il faut disposer. Voilà. Les explications de comment les tubes ils doivent être par rapport à la décante, le réactif, la poubelle, etc. Donc, vous avez toute l'explication. Donc, ça, c'est une des sources d'information. L'autre source d'information, c'est encore en anglais, c'est la chaîne YouTube de GHL aux États-Unis. Ils sont très actifs et ils font des vidéos qui sont très bien, mais encore une fois, c'est en anglais. Donc, il faut que vous soyez capable de le comprendre. Mais là, typiquement, si je mettais cette vidéo-là, ça va expliquer comment il faut régler le GHL doseur pour faire un changement d'eau automatique. Donc, alors, pour vous dire, ça va être un pack entier d'explications, mais c'est en anglais. Ouais, je crois que les commentaires doivent être dispo en traduction française. Alors après, c'est un peu comme une vache espagnole, mais en les faisant parler lentement, en ralentissant, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont quand même réussi à comprendre, quoi. D'accord. Ok, merci pour la précision. Donc ça, c'était le deuxième truc que je voulais montrer. Et la troisième source d'information, c'est les forums français ou anglais qu'il y a sur le sujet. Donc, sur Facebook, il y a ce forum-là, GHL Owners Profilux Mitras Doser, qui est en anglais et sur lequel les gens de GHL interviennent et répondent aux questions. Et il y a un groupe GHL Facebook en France sur lequel Fred et moi y sommes, et il y a d'autres personnes très compétentes aussi. Gaël Morin aussi, qui est très oui. bien.
Et donc, en fait, à la limite, je peux aller faire un tour, puisque j'ai fini ma présentation. Je peux vous montrer le groupe Facebook France. Donc, si j'y vais et que je demande, alors GHL utilisateur France. Voilà. Donc, vous voyez, Antoine a posé une question ici. Steph était venu, il posait des questions sur le cache directeur. Voilà. Donc, quelque part, un endroit où on peut échanger. Si vous avez des questions, on peut essayer de vous aider. Ici, Fred, il cherche des bonnes volontés pour la traduction du document. J'avoue que j'ai pas répondu. Donc, voilà. Donc, c'est tout. Je voulais vous présenter un petit peu tout ça. C'était génial, comme d'habitude. Ouais, tu as fait une j'ai pas super d'intérêt présentation, financier. très simple. Franchement, c'est très Ouais, bien. non, c'est D'habitude, super. vraiment. D'ailleurs, si vous voulez, je sais pas si vous pourrez vous, mais moi, si vous voulez, je peux mettre la présentation d'Ouman chez vous. Hein. Enfin, ou je sais pas, où vous pouvez le partager chez vous. Moi, comme je suis pas membre du groupe, Ouais, je pense pas que je puisse. Mais On vous, le vous ouais, ça serait pourrez. super partagera. bien. Oui, tu Ouais. as raison. Alors, C'est pour une bonne idée. partager, il faut aller en bas des commentaires Facebook, là, sur la page Facebook, et il y a un truc partagé. D'accord. Là, si par exemple, si tu veux commenter, si tu vois sur le truc Facebook, tu as une petite flèche partagée, et à ce moment-là, tu peux Mhm. partager. Voilà. D'accord. D'accord. Ben, c'est tout. Bah écoute, c'est génial, génial. S'il y a des questions, Bon, merci. on y a répondu un petit peu au fur et à mesure, hein. Donc, D'accord. Ouais, je regardais un petit peu les commentaires, mais j'avoue que je suis pas très multitâche, donc j'étais pas forcément très concentré sur la lecture des commentaires. non, bah on y a. Attends, une question qui fâche. Ah, Antoine, putain, pourquoi utiliser plus le Profilux que l'Apex? Ça, c'est la question typiquement d'Antoine. Ça, c'est typique. Tu vas, le mec, il vient parler 1 heure et demie, l'autre, il pose une question. Oh, bah, Non, mais je pense que honnêtement, de ce que j'ai vu des explications sur l'Apex, je pense qu'honnêtement, les deux se valent à la fois point de vue prix, à la fois point de vue qualité, point de vue budget. Je pense qu'il y a un facteur qui différencie un petit peu GHL de Apex, c'est l'existence du cache directeur, Ion directeur, et le fait qu'ils sont disponibles et opérationnels maintenant. le Mais si, Trident, il n'est pas prêt d'arriver, a priori, mais bon. Ouais, mais par contre, je dis pas pour autant que pour cette raison-là, il faut absolument le prendre parce que j'estime que ça soit le cache directeur ou Lyon directeur, c'est loin d'être les premiers intérêts à s'équiper dans ce genre de matériel. Si je voulais donner mon avis perso sur pourquoi j'irais dépenser autant sur un appareil comme ça, la première chose, c'est la sécurité que ça amène au bac avant même d'automatiser quoi que ce soit ou de faire des usines à gaz à faire des trucs compliqués comme j'en fais, j'avoue. C'est vraiment la sécurité que ça amène au bac. C'est le fait de recevoir les alertes que je vous disais tout à l'heure. Le fait de dire un flotteur à 10 balles qui est coincé par un morceau de calcaire peut foutre en l'air un bac de 3000 litres avec beaucoup de coraux et de poissons dedans. Bah, en fait, ça aurait été dommage et c'est arrivé à des amis qui avaient l'équivalent de ce bac-là et qui n'avaient pas Profilux. Et je les ai tannés pour qu'ils s'équipent en Profilux parce que comparativement au budget que ça représente, c'était négligeable. Mais donc, la première chose, c'est la sécurité que ça amène. Une autre fois, un exemple, mon bac, j'étais à 5000 km d'ici, je reçois une alerte à 2 heures du matin, comme quoi une des power bars n'a plus de courant. Bah, j'ai réussi à trouver un ami qui a pu venir passer à la maison. Il s'avère que le lapin était passé derrière le meuble de la télé, avait rongé les câbles, avait fait disjoncter une partie de l'électricité de la maison et donc une partie du courant de l'aquarium. Et du coup, en fait, effectivement, j'avais la moitié de l'aquarium qui avait plus de courant. Et il a suffi de remettre le disjoncteur et mettre le lapin dans sa cage pour résoudre le problème, alors que j'aurais tout perdu si j'avais pas eu cette alerte-là. Donc,
c'est la première chose, c'est la sécurité. Ensuite, en deuxième position, c'est la flexibilité que ça amène pour programmer. Par exemple, pour les pompes doseuses, c'est un confort de pouvoir précisément choisir les heures de distribution, de pouvoir être averti quand les bidons sont vides, de pouvoir être averti quand il faut remplacer la résine. Tout ça, c'est des choses que je fais plus. Mais ça vient vraiment en deuxième position. La première position, le premier critère qui fait que vous devriez prendre soit un Apex, soit un GHL. Je pense que Aquatronica permet aussi un certain nombre de ces choses-là, mais pour être honnête, de ce que j'ai compris d'Aquatronica, c'est un niveau en dessous en termes de complétude de ce que ça permet de faire. Là, j'attends que Patrick ait fini son transfert de bac. Il est avec un Aquatonica et il m'a promis qu'on ferait une présentation de Mais l'Aquatonica pour être complet. Mais j'avoue que je connais pas, donc je voudrais pas Moi non être plus. injuste sur la comparaison. Mais de ce que j'ai vu sur l'Apex et ce que j'ai vu sur le GHN, et si j'ai un conseil à donner, si vous vous lancez là-dedans, ne partez pas tout de suite dans une usine à gaz à prendre 40 000 trucs en même temps. Montez petit à petit, apprenez à maîtriser le truc. C'est pas simple à maîtriser au départ. Et on peut facilement faire des conneries si on met des mauvaises logiques et si on a trop voulu complexifier le truc. Donc, quelqu'un qui veut commencer à s'habituer à jouer avec, il peut prendre le pack de départ qui coûte soit le 800 euros, soit le 1000 euros, suivant que vous décidez d'avoir l'écran ou pas. Et ensuite, petit à petit, compléter avec des périphériques supplémentaires. Même le KH Directeur ou Lyon Directeur, à mon avis, si vous pouvez éviter de le prendre en même temps que le Profilux, parce que déjà d'installer le Profilux, de calibrer les sondes, de maîtriser, de comprendre comment programmer les prises, de mettre en place à la limite si vous voulez que votre billing soit géré par le Profilux, faites d'abord ça et puis en deuxième position, une fois que le bac est stable et que vous avez compris comment ça marchait, ajoutez le KH Directeur ou Lyon Directeur ou autre chose pour compléter. Ou les contrôleurs pour les pompes, etc. Donc voilà, c'est mon avis perso sur ce type d'installation. Je suis d'accord à 100%. C'est pas compliqué. C'est vraiment, non, c'est vraiment la bonne approche, Ouman. Effectivement, il faut le côté sécurité et effectivement faire dans l'ordre parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à intégrer, à ingérer lors de la mise en place. Et c'est vrai que voilà, on peut faire énormément de choses, mais de vouloir tout faire et le faire mal, c'est pas forcément la bonne, la bonne solution, quoi. Alors, je vois, il y a plein de questions. J'essaie de les lire et répondre au fur et à mesure. Je vois que l'éclairage GHL, moi, sur un de mes bacs, je suis 100% éclairage GHL. J'ai les Mitras LX, la série 6, et j'en suis content. Sur mon autre bac, j'ai une rampe Vertex en rampe principale et j'ai mis des Mitras Light Bar tout autour. J'en suis content. Après, je suis pas en train de dire qu'ils sont supérieurs ou inférieurs à d'autres rampes. J'ai des rampes Hydra sur le bac de notre club. J'en suis ravi aussi. Vertex, ils font plus leurs rampes. Je les trouvais vraiment extraordinaires, ces rampes. Malheureusement, ils se font plus. Il y a plein de rampes qui sont très bien. Donc, je vais pas essayer de défendre que les rampes GHL sont supérieures aux autres. Ils sont bien. L'avantage des rampes GHL, c'est que du coup, on peut les commander par le Profilux et les programmer par le Profilux. Mais finalement, ma rampe Vertex qui est programmée d'elle-même indépendamment du Profilux, c'est pas plus gênant parce qu'on change pas de réglage tous les jours et donc il n'y a pas de gêne particulier par rapport à ça. Après, je sais que tu peux commander un certain nombre de marques d'éclairage avec le Profilux. Je les connais pas tous. Alors, c'est plus ou moins simple. Je sais qu'il y a les Philips Coral Care. Enfin, il y a un certain nombre, effectivement, qu'on peut gérer. Mais après, c'est vrai que les éclairages GHL sont forcément plus plug and play que les autres, que les autres produits avec le Profilux. Les rampes qu'on peut commander, c'est ceux qui ont prévu une entrée variable à 10 volts
qui peut se plugger du coup sur les prises jaunes que je vous montrais tout à l'heure derrière le Profilux. Donc, comme je disais, ça permet de faire varier 6 voies. Et si ces 6 voies ne suffisent pas, on peut rajouter des cartes d'extension pour en avoir plus. Moi, mes rampes GHL, ils sont commandés par une carte d'extension qui s'appelle PLMPWC, qui est une carte, je pense que c'est du Wi-Fi. Je ne sais pas si c'est du Wi-Fi. En tout cas, c'est du sans fil. La liaison qu'il y a entre les rampes et le Profilux, et c'est le Profilux qui les commande. C'est-à-dire, c'est le Profilux qui est master et les rampes sont slave. Dans les questions, je vois GHL 3.1, ça suffit pour commencer ou pas. En fait, le 3.1 et le 4 sont très proches. Le seul truc, c'est qu'il faut faire gaffe de pas prendre un 3.1 qui n'avait pas les capacités de mail. Parce que le GHL 3.1, il avait des modèles, le 3.1A, typiquement, n'avait pas de serveur mail, donc il peut pas envoyer les alertes. Comme je disais que la première raison pour laquelle vous devriez partir sur un système comme ça, c'est les alertes, ce serait con de prendre un Profilux et de ne pas pouvoir envoyer des mails. Donc, le 3.1, moi, c'est ce que j'ai sur mes 2 bacs et c'est très peu, je dirais, il y a quelques trucs qui sont moins bien que le 4. Maintenant, il commence à donner quelques fonctionnalités supplémentaires sur le 4, mais franchement, les différences sont minimes. Et j'ai presque envie de dire matériellement, le 3.1 en qualité était supérieur au 4. Le fait que ça soit branché par un LAN, la stabilité réseau, par exemple, c'est un facteur positif supérieur, mais c'est pas pour autant que je suis en train de vous dire si vous devez acheter un appareil neuf, prenez le 3.1. Moi, aujourd'hui, si je devais acheter un pack Profilux, je prendrais le 4, je prendrais pas le 3.1. Mais les bacs de mon club et les bacs chez moi, ils tournent en 3.1 et je vais pas aller investir 400 € pour remplacer mon Profilux 3.1 par un 4. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, il y a Gaël qui dit que le 4 n'apportait rien de plus que le 3. Je pense qu'il y a quelques détails. Il y a cette histoire de Wi-Fi qui est un moins de mon point de vue par rapport au 3. Ouais, il y a les mises à jour qui sont plus rapides sur le 4 que sur le 3. Je pense que sur le 4, maintenant, c'est possible de mettre des alertes quand il y a une prise qui consomme pas l'ampérage qu'il est censé consommer, alors que sur le 3, c'est pas possible. Il y a quelques différences qu'ils ont mis entre les deux, mais pour l'instant, ils ont bien suivi les mises à jour. Donc, ils n'ont pas cherché particulièrement à faire partir les gens qui avaient du 3.1 comme moi vers du 4. On peut faire de la programmation manuelle comme sur Apex. Je ne sais pas ce que ça veut dire comme question. Programmation manuelle, c'est-à-dire si on veut déclencher quelque chose manuellement, on peut le faire. Par exemple, sur l'Apex, là, pour la température, tu as des trucs genre if temp supérieur à 25, zen off. Oui, c'est les programmes logiques. Donc ça, est-ce que sur le GHL, c'est la même chose? Oui. J'ai pas montré en fait parce que déjà vous m'accusez de vous donner mal à la tête. C'est imbitable les programmes logiques là. Mais les programmes logiques, en fait, quand on a une prise qui doit être conditionnée par une seule condition logique, on le fait directement sur la prise. Je vais vous le montrer là. Si je vais par exemple sur mon switch channel, sur mes prises, et que je vous montre ici, par exemple celui-là, c'était les ventilos que je vous ai montré tout à l'heure. Donc la condition, elle est ultra simple. Mais par contre, par exemple, pour ma pompe doseuse de Rash, donc celui qui injecte le lait chaud dans le bac, j'ai mis une programme logique et quand je vais voir la programme logique 7 pour voir ce que ça fait, c'est celui qui est là. Il est en train de dire qu'il est conditionné par un timer et le programme 5. Le programme 5, il dit que c'est 1 et le pH. Et le programme 1, c'est un capteur de niveau et pH. Donc, ça veut dire que je suis venu... Alors, et on peut même imbriquer des programmes logiques les uns dans les autres. Déjà faire un programme pas imbriqué. Je vais décompiler pour vous dire ce que j'ai fait. En fait, j'ai dit que je voulais distribuer du lait chaud sous 3 conditions.
En fait, je voulais que mes deux sondes de pH donnent leur aval pour être sûr que s'il y a une sonde qui déconne, je sois pas en train de faire dévier le pH du bac dans des zones qu'il faut pas. J'ai mis comme pH 1, pH 2 et capteur de niveau max dans la décante pour que quand j'ai plus d'hydroxyde dans le réacteur à hydroxyde, je sois pas en train de verser pour faire monter le pH et que j'y arrive pas et que je fasse déborder la décante. Donc ça, c'est les trois conditions que j'ai combinées. Et le timer 5 que vous voyez ici, je l'ai mis pour que j'arrête de donner du lait chaud un petit peu avant les tests de KH pour éviter que le lait chaud vienne interférer avec mes mesures de KH. Parce que si jamais je prélève l'échantillon d'eau pile quand j'ai versé du lait chaud, ben mon KH directeur, il va mesurer n'importe quoi. Donc, même si c'est très compliqué comme ça devant l'écran, la logique, elle est simple. Elle est que j'ai mis 4 conditions pour donner du lait chaud. Et après, le moyen pour les combiner, c'est les programmables logiques. Donc, on peut en combiner autant que vous voulez pour faire ce que vous voulez. Par contre, il faut être bien sûr de comprendre ce que vous lui faites faire parce qu'il va faire ce que vous lui dites. C'est un programme informatique. Il faut déjà connaître les conditions, avoir l'idée des conditions et ensuite les mettre sur le papier. Alors, l'idée des conditions, elle est relativement simple à voir et c'est intéressant de vous le montrer. Par exemple, si je vous montre ici et que je vous montre les conditions, vous allez voir tout ce qu'on peut mettre. Par exemple, elles sont déjà là. D'accord. Elles sont déjà là. Donc, je peux dire que cette prise, elle agit quand il y a une alarme. Je peux dire que cette prise, elle agit quand je suis en train de remplir l'eau pour un changement d'eau. Je peux dire que cette prise, elle réagit quand la sonde de pH, elle dit qu'il faut agir. Quand le KH est en dessous ou au-dessus de la valeur qu'il faut. D'accord. Voilà. Donc, les fonctions, elles sont relativement simples à mettre, surtout quand on veut mettre une condition simple. Et si je vais sur les programmables logiques, évidemment, vous allez retrouver les mêmes conditions. Sauf que là, cette fois-ci, on est en train de les combiner. Donc ici, la fonction, c'est la même liste que vous allez trouver. Et une fois que j'ai choisi la fonction 1 et la fonction 2, je vais décider quel est l'opérateur logique que je mets entre les deux. Est-ce que je mets un AND, ça veut dire un et, un ou, un AND. J'ai toutes les conditions. Par exemple, pour mon écumeur, j'ai mis un delayed on pour dire quand j'ai fini la maintenance, je veux que la deuxième pompe d'écumeur se mette en route 5 minutes après pour que le niveau d'eau ait fini de se stabiliser avant que la pompe d'écumeur se mette en route. Je vais essayer de le trouver pour vous le montrer. Alors, où est-ce qu'il est? Mon delayed, il est là. C'est celui-là. Non, ça c'est un pulse. Voilà. C'est celui-là. Non, c'est celui-là. J'ai mal cliqué. Voilà. Là, j'ai dit que je voulais qu'il s'allume après la programmable logic 8 avec 300 secondes de décalage. Et donc, cette programmable logique-là, je l'ai utilisée pour commander la mise en route de ma pompe d'écumeur pour éviter que l'écumeur se mette en route dès la fin de la maintenance. Ouais. Et cet autre exemple est intéressant à vous montrer aussi, c'est le mode pulse. Qu'est-ce que j'ai fait sur celui-là? Ça, c'est l'électrovanne qui sert à rincer la membrane de mon eau osmosée. Donc, je lui ai dit qu'il se mette en route en début de cycle de production d'eau osmosée pendant 150 secondes. Donc, ça veut dire pendant les premières 2 minutes et demie, la membrane de rinçage la membrane va être rincée parce que je vais chanter le frein de sortie d'eau sale de l'osmoseur. Donc, pendant 2 minutes et demie, mon osmoseur, l'eau qui va rentrer dedans va directement sortir et ne va pas avoir de pression. Et au bout de 2 minutes et demie, cet électrovanne-là, il se ferme. Et ce qui fait que la production d'eau osmosée démarre réellement au bout de 2 minutes et demie. Comme ça, en début de cycle, j'ai commencé par gicler l'eau qui était restée dans l'osmoseur et j'ai rincé la membrane pendant 2 minutes et demie. Pourquoi pas plus? Parce que sinon, j'allais cramer tout mon charbon à passer beaucoup d'eau sur le charbon parce que l'eau qui est mise à la poubelle, elle a quand même traversé la cartouche de charbon qui est en entrée de membrane d'osmoseur. Donc voilà, c'est le type de choses
que ça permet de faire. J'avoue que c'est déjà un petit peu advanced, mais on peut faire ce genre de choses un avec. petit peu advance, tu plaisantes. Si tu avais pu mettre un petit train chez toi avec des bidons d'eau pour faire tes changements d'eau, commandé par le truc avec un élévateur, pap, tu l'aurais fait. Mais il en a un, de petit train. Voilà. Je ne Bah, sais pas écoute, si. Alors, est-ce qu'il y avait des questions? David qui demande, est-ce qu'on peut avoir les pompes de Zeus loin du Profilux? Oui, justement, c'est ce que j'ai expliqué. En fait, avec les câbles PAB, déjà, on peut faire un câble PAB assez long. Le câble PAB, c'est rien d'autre qu'un câble Ethernet. À condition de prendre une bonne qualité de câble PAB, on peut être assez loin. Et en plus, avec ce système de relais d'appareil PAB en appareil PAB, si entre les pompes de Zeus et le Profilux, il y a un autre appareil PAB, finalement, on a mis deux câbles PAB, un qui va du Profilux au premier appareil PAB et un qui va du deuxième appareil PAB aux pompes de Zeus, s'ils sont loin. Donc oui, il n'y a aucun souci à être assez loin. Et il me semble que je leur avais posé la question. Ils disaient que typiquement, même un câble de 100 mètres, il n'y avait pas de souci pour le ouais, supporter. c'est ce qu'a dit Gaël, là. Ouais. Oui. Ouais, la norme de 100 mètres, en fait, c'est la norme des câbles Ethernet informatiques. Oui. Après, pour avoir testé au-delà de 50 mètres, ça pose quand même problème. Bon, enfin, bon, Ouais. faut avoir un appart assez spacieux, hein. Mais en fait, c'est un câble Ethernet qu'il faut mettre si on prend les câbles de bonne classe, classe 6 ou supérieure. Il n'y a pas de souci pour avoir des câbles de la longueur qu'il vous faut. Donc voilà. Bon, bah écoute, hein, s'il y a d'autres questions, ils répondront peut-être, ils poseront en commentaire. Oui, pas de souci. Si vous voulez partager sur votre groupe C'est GHF, déjà fait normalement, mais alors je sais pas si je l'ai fait correctement. je J'ai sais démarré une pas, séance je vidéo. sais pas si les gens pourront le voir directement, s'il faut qu'ils soient membres du récif, j'en sais rien du tout, hein. Au pire, j'essaierai d'enregistrer la vidéo et de te la passer par un WeTransfer ou ce qu'on veut, quoi. Ouais, c'est Ok? cool. Juste, excuse-moi, Eric, je pense à quelque chose. Si vous faites des mises à jour firmware ou si vous avez un Profilux qui commence à avoir pas mal de réglages, pensez à faire des sauvegardes. Et je pense que c'est un sujet important à parler puisqu'il y avait eu les questions pour Apex. Sur Profilux, il y a la possibilité de sauvegarder tous les réglages d'un bloc et tous les réglages des sondes d'un bloc. Donc, il y a deux fichiers de sauvegarde qu'on va générer. Et ces deux fichiers-là, ils sont reflashables sur le Profilux après la mise à jour ou suite à un problème qui fait qu'on a perdu les réglages. Ok. Par contre, si vous changez d'appareil Profilux, c'est-à-dire si votre Profilux il crame et que vous avez les sauvegardes et vous voulez les mettre sur le nouveau, les réglages, il n'y a aucun souci à les remettre. Mais par contre, les calibrages des sondes, évidemment, il faut les recommencer parce que d'un appareil physique à un autre, ils n'ont pas forcément les mêmes sensibilités. Donc, c'est plus prudent de ne pas se contenter de remettre les réglages des sondes, mais en plus recalibrer les sondes après avoir changé d'appareil Profilux. Moi, en 10 ans, j'ai jamais eu ce problème. J'ai déjà eu des pannes sur les Profilux pour pas vous peindre une image trop idyllique. Ça nous est arrivé par exemple une fois où la carte Redox elle a arrêté de fonctionner et il a fallu envoyer le Profilux en réparation parce que elle détectait plus le Redox correctement. Mais à ma connaissance, c'est le seul cas problématique que j'ai eu qui n'était pas dû à une mauvaise manipulation. C'est-à-dire, j'ai eu aussi le cas où mon KH directeur, j'avais mal fixé la sonde de pH, ça a coulé sur l'eau qui était dedans, a coulé sur la pompe de Zeus qui était en dessous et donc la carte mère de la pompe de Zeus a cramé. Mais là, je dirais que j'étais un petit peu fautif à mal l'avoir serré. Ok. Voilà. Bah écoutez, les amis, Ouman, c'est un plaisir. Je crois que on pourrait faire des lives sur n'importe quel sujet. T'es fascinant. Non, il Euh, faut que je connaisse pour. Donc la semaine prochaine, on fait un live sur la disposition des tâches sur le dos des girafes. Hein. Non, sur le petit train Non, que mais vous par voulez contre, Le voir. petit train électrique, oui. non, mais par contre, avec Ouman, on va laisser les gens digérer leur cachet de Doliprane quand même. Mais on fera un truc sur la base carbonate, un de ces quatre, le Belling base carbonate, que tu maîtrises Pas- parfaitement. Avec plaisir.
Voilà. Fred, ça fait plaisir de t'avoir eu sur la réunion. Ouman, merci beaucoup. Bon Oui, très sympa. apéro, bonne soirée et bon confinement, bordel de merde Merci. de Merci. virus. Merci à vous Ciao, tous. Merci. ciao Bonne les soirée. amis. Salut. Salut, Bonne soirée. Au revoir. salut.